l'école, on ne fait que des remarques, etc. Et là, le pire scénario, c'est qu'au bout d'un moment, l'enfant va commencer à soit abandonner, à se mettre en retrait par rapport au travail, ou soit même, dans le pire des cas, répondre. Et il suffit d'une fois. C'est-à-dire que l'enfant répond à l'un de ses professeurs, il se rend compte qu'il n'est pas mort, qu'il a eu une petite punition, il recommence, et au bout d'un moment, il vous répond à vous. Pourquoi il vous répond? Pas parce qu'il a envie de vous manquer de respect, mais parce qu'il a pris l'habitude de le faire, et qu'il passe plus de 23 heures au collège. Donc si pendant 23 heures il est là, et qu'au bout d'un moment il n'a plus peur des adultes, bah finalement, au bout d'un moment, il n'a plus peur de vous. Et ce qui amplifie la chose, c'est que vous, en tant que parent, parce que vous savez que justement, vous n'avez pas beaucoup d'informations sur comment fonctionne l'école, eh bien, vous vous mettez en retrait. Et ça, il le sait, l'enfant. Il a bien compris que son père et sa mère ont l'impression qu'ils ne contrôlent pas ce domaine-là et qu'ils ont complètement abandonné l'idée de maîtriser le domaine scolaire. Donc, quand vous allez lui faire des reproches ou quand vous allez lui demander des choses, il va vous regarder, mais il ne va pas prendre en considération ce que vous dites. Parce que vous lui dites, vous, de s'investir dans l'école, mais vous ne vous investissez pas. Et il voit, à l'école, que certains de ses camarades ont des parents qui s'investissent. Donc, à partir du moment où vous lui demandez quelque chose et que vous devez être exemplaire et lui montrer le modèle, être un modèle, et que ce n'est pas le cas, finalement, votre parole, elle perd de la valeur. Progressivement. Et plus il va grandir, et plus votre parole va perdre de la valeur. Et c'est ce qui se passe. Souvent, on se dit, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Je ne comprends pas. Pourtant, tu étais un petit garçon tout gentil, et maintenant, tu es comme ça. Et autre chose que j'aime expliquer, c'est-à-dire que quand on regarde une classe, on a des groupes qui se constituent. C'est-à-dire que dans une classe, quasiment systématiquement, on a 3 groupes. On a la tête de classe, donc ceux qui ont compris pourquoi ils étaient là, qui sont déterminés et qui font tout pour réussir. On a ceux qui, ça y est, pour eux, c'est perdu d'avance, ils sont complètement découragés et qui souvent vont se regrouper et être ensemble. Et on a au milieu la majorité qui va aller d'un groupe à l'autre selon le moment de la journée, selon leur propre humeur, selon la matière, est-ce qu'il la maîtrise ou pas. Et donc vous allez avoir, par exemple, Mamadou, qui, avec le professeur de français, travaille bien, il est sérieux, et il est avec justement la tête de classe. Et lorsqu'il est en mathématiques, il a des difficultés. Dans ces cas-là, il va plutôt aller vers justement ceux qui ont l'habitude de faire des bêtises et de chercher à éviter de travailler, à trouver des stratégies pour faire passer le temps. Il va se retrouver avec eux. Et donc, il va faire ce va-et-vient. Et c'est là où vous, en tant que parent, vous devez être présent pour chaque matin régulièrement lui dire « Attention, quand tu vas à l'école, travaille. Moi, je compte sur toi. Je pense que tu peux réussir. Tu vois, je suis allée voir tel professeur. Il m'a dit que tu avais des difficultés. Je le sais, mais continue. » Et là, l'enfant, à force d'entendre ça, quand il est en classe, c'est quelque chose qui peut l'aider à résister à la tentation. À se dire « Ok, là, j'ai plus envie de rigoler, j'ai plus envie de jouer, mais non. » Je me souviens, même ce matin, ma mère, elle m'a dit ça. Donc non. Et ça va pas fonctionner systématiquement. Mais peu importe. Il faut que ça fonctionne quelquefois. Et ça suffit pour qu'ils ne tombent pas complètement dans le groupe des élèves qui vont systématiquement ne plus travailler. Et ne plus travailler non plus dans les disciplines où ils ont des difficultés, mais partout. On a des élèves qui ne travaillent nulle part. C'est-à-dire qu'ils passent de classe en classe, ils ne travaillent pas. Pas de cahier, pas de stylo, rien. Et en fait, le premier mois, nous, en tant qu'enseignants, encore, on a de l'espoir. Donc, on fait en sorte de les encourager, de les motiver, etc. Mais à partir du mois de novembre, on a nos priorités. On se dit, c'est soit on se concentre sur ces élèves-là et le reste perd, soit on se concentre sur la majorité. Le calcul, il est vite fait. Et c'est pour ça que, justement, si on a le parent en face qui, lui, est impliqué, même si l'enfant fait partie de ce fameux groupe, parce que nous, on a l'habitude de voir le parent, eh bien, on ne lâchera pas l'affaire. On sera plus motivé, justement, à aider cet enfant-là, qui nous pose des problèmes, nous, en tant qu'enseignants, qui retarde notre cours, qui nous empêche d'avancer et qui gêne aussi ses camarades. Mais on a la maman qui vient, qui est courageuse, qui lâche pas, qui demande des informations systématiquement, et rien que pour ça, eh ben, on va avoir plus de courage. Mais si vous n'êtes pas là, et comme je vous l'ai dit, par exemple, en REP+, on a 24 élèves. On fait des choix. Et c'est comme ça.
Et c'est pas parce qu'on préfère tel élève ou tel élève. C'est les circonstances qui font que, finalement, on va plus s'impliquer pour tel élève ou tel élève. Et souvent, ça se fait inconsciemment. C'est-à-dire que l'enseignant ne se dit pas « Ah, lui, je vais l'aider, lui, je vais pas l'aider ». Non. Les choses se déroulent. Il a vu 2-3 fois la maman, donc, voilà, naturellement. Et donc, du coup, spontanément, cet élève-là, on va faire plus attention à lui. Même moi, en tant qu'enseignante, j'ai vu des mamans qui, voilà, quand elles me disent « Oui, si le moindre problème, appelez-moi. Je vous fais confiance ». Donc du coup, quand il y a un problème, moi je me souviens de ça. Et j'appelle le parent. Alors que si je n'avais pas rencontré la maman, je n'aurais pas appelé. J'aurais attendu le conseil de classe, parce que de toute façon, je ne peux pas passer ma vie à appeler tous les parents. Et au conseil de classe, j'aurais dit, tel élève, il y a eu tel ou tel problème, voilà. Et donc après, vous recevez le bulletin, et puis voilà. Pareil, la question du bulletin. Il y a plein de parents qui ne viennent pas chercher le bulletin. Alors le bulletin, il arrive à la maison, soit c'est l'enfant lui-même qui doit lire le bulletin, mais quel enfant va dire que maman, oui, j'ai fait n'importe quoi dans telle ou telle discipline? Il ne va jamais vous dire la vérité. Enfin, ça, c'est logique. Alors pareil, il y a certains grands frères qui peuvent, oui, jouer ce rôle-là, mais souvent, si ils sont très proches, finalement, il va quand même atténuer certains aspects. Donc là, pareil, il y a des associations qui sont là, allez vers ces associations-là et présentez le bulletin de votre enfant. Eux vont vous donner les informations, et surtout vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est simple, sur le bulletin, on regarde quoi? On regarde qu'est-ce qui est noté dans le bulletin. Il y a le comportement et il y a les notes. Et selon les matières, le comportement peut changer. Mais vous allez avoir des informations sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Si le professeur de mathématiques vous explique qu'il n'y a aucun travail, qu'il n'y a pas le matériel, vous, en tant que parent, vous savez que maintenant, à partir de maintenant, vous allez faire attention au matériel. Et quand vous allez lui parler, vous allez dire « Mamadou, fais ton sac, et attention, n'oublie pas ton cahier de mathématiques. » Et là, il y a un problème qui est réglé. Si on vous dit que dans telle matière, il va y avoir trop, avant qu'il sorte, vous allez lui dire « Attention, en mathématiques, ferme ta bouche. » Parce que souvent, c'est comme ça que les parents s'expriment. Donc du coup, voilà, c'est fait. C'est un problème de régler. Et progressivement, l'enfant se dit « Ok, il y a un déclic qui se crée, il se dit « Bon, là, j'ai l'impression que ma mère, elle me voit quand je suis en classe. Mon père, il me voit quand je suis en classe, parce que tout ce qu'il décrit et tous les conseils qu'il me donne, c'est par rapport à ça. Et à force de vous voir, vous, lutter pour lui, il va avoir envie de lutter pour lui et pour vous. Et là, en plus, au-delà du fait que scolairement, il va progresser, mais humainement aussi, ça permet de développer certaines valeurs chez lui. C'est-à-dire l'idée de se dire que je me bats pour moi, mais je me bats aussi pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on néglige trop. Et je me dis que, quand on regarde la solidarité qui existe chez les Maliens, quand je regarde la générosité qui existe chez les Maliens, je me dis pourquoi ça ne se retrouve pas chez les enfants? Pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Et les Maliens, quand ils remercient, on a l'impression qu'on leur a donné 10 000 €. C'est merci, merci, merci. Ça, on ne le retrouve pas chez les enfants. Ça, on ne le retrouve pas. Pourquoi? Parce que les parents n'expliquent pas. Pareil, l'exemple que j'aime prendre, c'est les Maliens, avec les Sénégalais et d'autres pays, ils envoient beaucoup d'argent, chaque mois au pays. Mais aucun parent ne prend le temps d'expliquer pourquoi il envoie de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à l'enfant? Qu'est-ce que lui, il voit? Il voit juste un parent qui râle et qui doit envoyer de l'argent. C'est tout. C'est tout. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est lui expliquer que, ok, je vais être honnête, ça m'embête d'envoyer de l'argent parce que c'est dur, l'argent, on doit souffrir pour l'obtenir. Et puis j'avais plein de projets, je voulais faire autre chose, mais il faut que j'envoie l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne qui vient de m'appeler, c'est la sœur de ma mère. Et elle a fait ça pour ma mère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dois de l'aider. Et cette personne, tu vois, elle n'a rien. Nous, on mange comme on veut, mais elle, parfois, elle ne mange pas. Elle n'a pas de vêtements. Et aucun parent ne prend le temps de l'expliquer. Ce qui pourrait justement être une valeur qu'on pourrait retrouver chez ces enfants de 2e, 3e génération, ça se transforme à l'inverse en un défaut. C'est-à-dire qu'ils vont éviter tout ce qui est don. Dire, non, moi j'ai bien vu mes parents, comment on les a escroqués, on va dire ça comme ça, comment on les a escroqués toute leur vie. Non,
moi je ne veux pas rentrer dans ça. Alors qu'en réalité, quand on prend le temps de discuter avec les parents, on comprend que c'est vraiment une histoire de... c'est une valeur profonde, ça repose sur des vraies relations. C'est quelque chose qui est ancré et qui devrait être transmis de génération en génération. Et ça va se perdre, et ça commence déjà à se perdre. Parce que justement, au lieu de se dire qu'on va expliquer notre culture à nos enfants, pour que ce soit une force et que finalement, ils soient conscients que d'avoir une double culture, c'est une richesse, eh bien non. Ils voient que les mauvais côtés des deux. C'est-à-dire que quand ils vont à l'école, ils n'ont pas la chance d'avoir un parent qui les soutient et qui est investi dans leur scolarité. Et quand ils sont à la maison, ils ont l'impression que finalement, ils ne sont pas assez africains, ils ne comprennent rien. Et donc, on leur explique rien. Et au fur et à mesure, ils se retrouvent à se dire j'ai ma place nulle part. Donc ça aussi, ça y participe. Alors, il y a un deuxième dispositif dont je voulais vous parler, c'est devoir faire. Donc dans beaucoup de collèges, dans la majorité des collèges en France, c'est un dispositif qui existe, qui a été mis en place, ça fait 1 an et là c'est la 2e année. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est de pouvoir accompagner les élèves à faire leurs devoirs au collège. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ceux qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire ou qui sont éloignés du système scolaire, eh bien leurs enfants n'en bénéficient pas. Alors que c'est gratuit. Et je vous signale qu'une heure de soutien en dehors du collège, c'est 30-40 €. Et encore, ça c'est les prix bas de gamme. Ce qui veut dire que là, on a un dispositif gratuit qui est pris en charge par l'État, et ce sont des cours qui sont donnés pour la plupart par les enseignants qui sont dans le collège, donc qui connaissent les programmes, qui connaissent le public, et donc qui pourraient faire en sorte que des enfants qui sont en grande difficulté puissent progresser très rapidement. Eh bien, on a peu de monde. Alors c'est simple, l'explication. C'est que nous, en tant qu'enseignants, on fait quoi? On donne le mot à l'élève, il le colle dans son carnet de correspondance, et qu'est-ce qui se passe à la maison? Soit il ne donne pas l'information, soit il signe lui-même, soit il explique, mais il explique tellement mal que le parent, il se dit que c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Et moi, je le comprends. C'est-à-dire qu'un enfant de 12-13 ans, par exemple en 5e, il n'a pas envie de rester 1 heure ou 2 heures par semaine en plus. Et ça peut se comprendre. Mais c'est à nous, en tant qu'enseignants, et c'est à vous, en tant que parents, de lui dire que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que tes notes, tu pourrais les améliorer, tu pourrais apprendre plus de choses, tu pourrais progresser. Et là, en fait, c'est une chance. Mais c'est à nous de faire ce travail-là. C'est à nous de lui expliquer que c'est une chance. Et le problème, c'est que les parents n'ont pas l'occasion de l'expliquer, parce qu'ils n'ont pas l'information. Ce qui veut dire que, justement, là, ce qu'il faut faire, c'est à vous de vous rapprocher des établissements et d'avoir ces renseignements-là. C'est à vous de vous rapprocher des associations qui, elles, peuvent faire le relais et avoir ce type d'informations et faire en sorte que vous puissiez inscrire vos enfants. Alors là, récemment, il y a à peu près 3 semaines, j'ai créé un groupe WhatsApp avec d'autres personnes sur lequel je mets du contenu tous les vendredis. Donc tous les vendredis, je parle d'une thématique et c'est traduit en soniqué. Donc c'est par un journaliste soniqué qui traduit ce que je dis et qui explique aussi en même temps. Et justement, sur ce groupe-là, j'ai donné l'information et j'étais consciente que juste le fait d'expliquer, ça pouvait être problématique pour certains parents qui, à chaque fois, reviennent à la même chose. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, donc c'est bien de l'expliquer, et c'est vrai qu'on me l'a dit en soniqué, mais ça ne change rien. Je ne sais pas comment je vais faire concrètement. J'ai écrit un mot, j'ai rédigé un mot sur lequel il y a expliqué, textuellement, c'est « Je voudrais savoir si le dispositif Devoir fait existe dans le collège. Si c'est oui, quelles sont les démarches à suivre? Merci. » Et donc le parent peut se présenter avec son portable, montrer le message, et voilà, montrer le message directement, ou alors donner le portable à la personne qui lit le courrier, donc qui lit les courriers qui arrivent d'EDF, de la mairie, etc. Et cette personne peut appeler, c'est-à-dire qu'elle appelle au collège et demande est-ce que le dispositif existe et qu'est-ce qu'il faut faire pour inscrire son enfant. Et donc ça, c'est du concret. Et ça, je pense que c'est les associations qui peuvent faire ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'ils peuvent jouer un rôle important, et que si on leur donne la chance, et si surtout les parents s'impliquent plus, et justement donnent plus les moyens justement à ces associations de jouer leur rôle, eh bien les choses peuvent progresser, et très très rapidement. Parce que pareil, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui peuvent être réglées dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, si vous prenez en compte le fait que
votre enfant, il est au collège, il a plusieurs matières, il doit se coucher plus tôt, il doit avoir tous ses cahiers dans son sac, donc systématiquement on lui dit de ranger son sac. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, pas la semaine prochaine parce qu'on est en vacances, mais à partir de la semaine prochaine, du coup, eh ben, il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Et ça règle une cascade de problèmes ensuite. Parce qu'un enfant qui n'a pas son matériel, il est puni. Un enfant qui n'a pas son matériel, il est régulièrement mis en hors de colle, etc. Donc lui, c'est une source de démotivation. Parce qu'il a l'impression que finalement les adultes sont là pour l'enfoncer et pour le punir tout simplement. Et juste parce qu'il n'a pas son cahier. Mais lui ne comprend pas que ne pas avoir son cahier, eh bien, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup parce que nos intervenants, en tout cas cette intervention, ça mérite que rien que Madame Brady, elle seule, elle pouvait animer, elle peut passer la journée à nous donner toutes ces informations qui nous sont vraiment d'une grande utilité, mais donc on va tous bénéficier de tout ce qu'ils vous dit. Merci beaucoup. J'espère que les parents, vous avez écouté, et les enfants aussi, et que vous avez pris note, surtout que le problème sera réglé juste après les vacances. Voilà, je vous passe M. Faisal, qui va vous parler aussi des relations parents-enfants. Bonjour mesdames et messieurs, donc je me présente, je suis Faisal Bouchian, président de l'association Al-Fatiha de Massy et de LCR France, lutte contre la radicalisation. Merci à la femme, l'association, merci à toutes mesdames et messieurs, merci à tous les intervenants. Très beau sujet, très belle thématique, et on voit l'expérience derrière cette dame. Ce qui est important pour nous tous, et je pense qu'on est tous conscients que le métier le plus dur au monde, c'est d'être parent. C'est une évidence. C'est vrai que c'est un métier. Comme on apprend n'importe quel, par exemple le code de la route, la conduite, pour avoir le permis de conduire. Eh bien, c'est pas parce qu'on est père et mère qu'on a le permis et qu'on est à la hauteur et la capacité d'éduquer ses enfants. C'est pas parce que j'ai des gosses que je suis capable de les éduquer. Comme il faut un permis de conduire pour pouvoir rouler, eh bien c'est pareil. Est-ce qu'on a le permis? Est-ce qu'on est à la hauteur de pouvoir éduquer nos enfants? Parce que c'est notre avenir, nos enfants. Et comme elle a bien évoqué, chaque année, depuis 2008, donc ça fait actuellement 11 ans, et là la dernière fois c'est toujours au mois de septembre, c'était le 23. Le JRES, c'est la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Qui participe? Dans plusieurs endroits de France, des directeurs d'école, des enseignants, des parents, tout le monde participe. Et ils réfléchissent avec des gens aussi, bien sûr, des élus, du ministère de l'Éducation, comment trouver des solutions à l'échec scolaire. Et on sait tous que chaque année, il y a entre 100 à 140 000 jeunes qui décrochent, qui sortent sans diplôme. Et hélas, 20% ce sont issus de l'immigration. Effectivement, comme elle a soulevé, on sait très bien qu'il y a des parts de responsabilité. Et pour l'année 2019, les résultats qui sont sortis, c'est qu'il y a 3 causes de l'échec scolaire. La première cause, je vais commencer par la troisième. La troisième, c'est l'école. Et un exemple qui a été donné par le ministère, c'est quoi? C'est effectivement, vous prenez une personne, un adulte qui travaille dans une société, et vous lui donnez par exemple pendant 8 heures 5 postes. Il doit changer de poste dans la journée à 5 fois avec 5 travails différents. Imaginez-vous à la fin de la journée. 5 postes différents avec 5 compétences différentes. Imaginez-vous pour un enfant comment c'est difficile. Assimiler plusieurs compétences et changer de poste à chaque fois. Ça, c'est la troisième cause de l'échec scolaire. La deuxième cause, c'est quoi? C'est la cause socio-économique, c'est-à-dire économique et culturelle, qui vivent dans des endroits défavorisés. Et souvent, c'est vrai, les gens disent que, d'après les études, qu'un enfant qui ne réussit pas à l'échec parce qu'il est issu de la socio-économique défavorisée et culturelle. Mais en vérité, c'est parce qu'on ne veut pas amener nos enfants tous les mercredis à la bibliothèque pour qu'ils puissent apprendre la langue de Molière. C'est notre rôle de les emmener à la bibliothèque et puis qu'ils apprennent à lire, à écrire. On se rend compte qu'aujourd'hui, un jeune de cité ne retient pas plus de 300 mots, 300 vocabulaires, pardon. Alors qu'un universitaire connaît 5000 mots. Imaginez-vous. Quand un enfant qui est
en cité et qui décroche de l'école, ben, qu'est-ce qu'il va faire avec 300 mots? Pas grand-chose. Et aussi défavorisé économiquement. Moi, j'y crois pas. Donc, du moins, c'est ce qu'ils disent, mais en vérité, c'est faux. Parce que comment ça se fait quand ton enfant, comme elle le dit bien, et il est faible, il a des difficultés en mathématiques, et il a besoin d'avoir des soutiens scolaires, donc il a besoin de trouver quelqu'un qui puisse lui donner entre 15, 20, 30 euros pour avoir du soutien en mathématiques. Les parents refusent. Pourquoi? Parce que les parents, ils préfèrent investir dans autre chose. Dans un terrain, avec des oliviers. Ah, c'est sûr, demandez-leur, les parents, ils ont souvent un petit terrain au pays, pour construire leur avenir, leur retraite, je ne sais pas, ou sous prétexte c'est pour mes enfants, et ils n'ont pas d'argent pour investir pour leurs gosses, c'est totalement faux. Cet argent, il existe. Mais c'est parce que on ne veut pas se soucier pour nos enfants. On ne veut pas investir pour nos enfants, on préfère investir pour un olivier, pour un morceau de terre. Et on le payera plus tard. Et la première cause de l'échec scolaire, c'est... Le problème, c'est quoi? C'est le souci affectif. Les parents absents émotionnellement. Les problèmes psycho-affectifs. On se rend compte qu'aujourd'hui, les parents sont émotionnellement absents. Bien sûr qu'ils sont présents. Ils sont là, ils travaillent, ils ramènent l'argent, mais émotionnellement, ils ne sont pas là. Et je dis toujours, avant de donner de l'instruction à son enfant, de la connaissance, du savoir, même de l'éducation, la première chose qu'on doit donner, c'est quoi? C'est de l'amour. Et émotionnellement, avec nos enfants, il y a un vide. Et quand il y a un vide, il n'y a pas de confiance qui existe. Ben, l'enfant, il ne se confie pas à son père, ni à sa mère, encore moins à son père. Et il raconte ses problèmes du quotidien. Parce que le père est absent. Comme Kumba le dit bien, le père fantôme. Le père, il n'est jamais là. Il est peut-être présent, mais il n'est pas là. Il ne se soucie pas de ses enfants. Il ne met pas sa tête sur l'épaule de l'enfant. Il n'est pas prêt à investir pour prendre des cours de soutien. Voilà. Et le père et la mère aussi sont absents, même s'ils sont présents physiquement, mais ils sont absents émotionnellement. Et donc ça, c'est important. Tous les lundis, je vais à Fresnes pour visiter les détenus. Je vous donne un chiffre quand même. En France, il y a 79 500 détenus dans les prisons de France. Et la France détient le record en Europe, détient le record où il y a le plus de détenus dans toutes les prisons d'Europe, c'est la France qui tient le record. Et sur les 79 500 détenus de prison de France, accrochez-vous, 70% sont d'origine de l'immigration ou musulmane. 55 000. Les parents ont une part de responsabilité. On ne peut pas jeter l'opprobre et l'anathème sans arrêt sur la société, et on se blanchit les mains. On a une part de responsabilité. Parce que nos enfants, ils étaient petits, avant d'être adultes. Et là, on n'était pas là. Et là, on était absent. Et il y a eu une étude qui a été faite par David Cameron, quand il était ministre en Angleterre. Il a sondé, il a demandé à une société de sondage de sonder. Cette phrase, elle est simple. Êtes-vous un peuple heureux? Voilà. La phrase qui était demandée au peuple anglais, êtes-vous heureux? C'est tout simple. Et donc, les sondeurs sont partis partout, et ils ont demandé à tout le monde, au peuple anglais, et vous savez qu'en Angleterre, et la minorité, mais qui est majorité dans cette minorité, c'est la communauté indo-pakistanaise. Eh bien, cette minorité, mais qui est la majorité de toutes les minorités, elle a été sondée. Et la majorité de cette communauté indo-pakistanaise a dit « nous sommes heureux ». Alors David Cameron était étonné que la majorité des habitants d'Angleterre n'étaient pas des Anglais de souche, mais étaient des Indo-Pakistanais issus d'immigration. Alors il a invité Rami Rangers, un capitaine d'industrie, diplômé, et il l'a invité au ministère. Il lui a dit « comment faites-vous? C'est quoi votre secret pour que vous soyez constamment heureux ?» C'est tout simple. La réponse est la famille, la famille, la famille. La famille, la famille, la famille. On a réalisé nos rêves à travers nos enfants. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui des fois? On a réalisé nos cauchemars à travers nos enfants. Ouais. Et ils sont heureux, pourquoi? Parce qu'on a investi. J'ai un commerçant qui est sur les marchés de Massy, où je suis sur le marché, il est pakistanais. Et il m'a dit, tu sais Faisal, il y a un mois, j'avais 2 maisons au Pakistan, à Lahore. 2 maisons. Et j'ai 3 filles étudiantes à Paris. J'ai vendu mes 2 maisons pour financer les études de mes filles. Alors qu'il y en a qui font le contraire aujourd'hui.
Ils sont prêts à abandonner l'avenir de leur gosse pour un terrain avec des oliviers. Donc, je dis que le moyen financier, il est important. Si on investit pour nos enfants, si on les met dans les meilleures écoles, le résultat, on va le trouver. On n'est pas là pour être... Mais il y a des réalités, il y a des fruits, il y a des résultats aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait des hautes études, mais mon épouse a fait des hautes études. Et quand je voyais mon épouse qui, tous les mercredis, appelait mes filles à la bibliothèque, elle me dit, t'inquiète pas. Elles vont bouquiner, elles vont lire, elles connaîtront la langue de Molière, elles auront un bon vocabulaire, et demain, ça va leur servir. Effectivement, aujourd'hui, j'ai une fille médecin, qui est en 8e année de médecine. J'ai une autre fille qui est cadre, et j'ai la 3e fille qui est en M2 à la Sorbonne, en master. Donc voilà, je ne regrette pas que mon épouse, et je n'ai pas fait beaucoup d'études, hein, j'ai un CAP de pâtissier, mais je ne regrette pas que mon épouse ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'elle était studieuse, elle dit si on investit sur nos gosses, et aujourd'hui je suis fier de mes enfants. La 4e, elle est en terminale. Donc je pense qu'il faut travailler sur l'affection, beaucoup d'affection de nos enfants, beaucoup de rapprochement, rester beaucoup avec eux, s'amuser avec eux, sortir avec eux, de leur donner de l'amour, de la confiance, hein, et ça c'est très important. Hein, et les soutenir dans leurs projets, dans leurs études, les accompagner, venir à la réunion parents-enfants. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle peut le témoigner, il n'y a pas beaucoup de parents présents. Et quand je vois ma femme qui allait sans arrêt aux réunions parents-enfants, j'y ai pas été beaucoup, mais sans arrêt, elle y allait. Et je vois les résultats. Et nous, c'est la même chose. On s'investit pour nos gosses, financièrement, affectivement, culturellement, mais on verra qu'on aura la réussite. C'est tout simple. Donc voilà, c'était court, c'était bref, mais si on ne veut pas que... C'est bien cette phrase de Victor Hugo qui dit « Si vous voulez fermer des prisons, ouvrez des écoles ». Je dois vous quitter parce que je dois célébrer un mariage tout de suite. Merci Faisal. Donc je pense que ces conseils que Faisal et Nathalie viennent nous donner, c'est vraiment très utile. On va continuer donc le débat avec Monsieur Tanya et Ibrahima Diabaraté. Et puis il y aura Génération 2, il y aura Monsieur Sesman. Donc on a encore du temps. Donc je pense que ça va nous être très utile, ces rencontres, et l'objectif sur le territoire. Par contre, aujourd'hui, nous sommes venus avec un dispositif. Il y a tous ces problèmes-là qu'on peut parler. On peut parler de l'éducation, on peut parler, par exemple, investir sur les enfants. Tout ça, c'est important. Mais par contre, la réalité sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire quand un papa a des difficultés, quand un enfant est en prison, ou bien quand un enfant n'a pas de formation, quand un enfant ne travaille pas, quand le papa n'a plus les compétences ou bien, je ne sais pas, les moyens pour cadrer un enfant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc nous, on est venu aujourd'hui avec un dispositif spécifique pour vous aider, et si vous voulez vous en parler entre vous, mais vous pouvez donner l'information aussi à d'autres parents qui ne sont pas présents, et pour voir tous les dispositifs étatiques qu'on a. Aujourd'hui, nous sommes venus simplement pour présenter un dispositif spécifique qui peut vous aider ou aider les familles qui ne sont pas sur place. Donc, je me permets de donner la parole à M. Christman, qui va prendre la parole. Malheureusement, on devait projeter des choses pour que vous voyez. Donc, du coup, je souhaiterais que Kumba sera... la prochaine fois, Kumba, on va avoir un ordinateur qui va bien fonctionner et puis qu'on va avoir un Wi-Fi. Et ça nous permet de dire que l'action de l'EPID à Corbeil et que tu mets tous les outils en place. Et pourquoi on a appelé l'EPID? Parce que tout simplement, on avait eu des difficultés par rapport à certains papas d'Evry, par exemple, où les enfants avaient des difficultés avec la justice. Et quelles sont les solutions que les papas préconisaient? C'est pourquoi je voulais donner la parole à M. Diarra avant que l'autre, comment s'appelle, M. Christman parle. M. Diarra, pourquoi vous êtes allé chercher l'EPID? Tu peux venir? Bon, les bêtises des enfants, les pères, ils ne savent pas quoi faire. Donc,
nous, notre méthode africaine, c'est-à-dire qu'un enfant qui arrive en perturbable, c'est-à-dire qui fait des bêtises, il faut l'envoyer en Afrique. Il faut l'envoyer au pays. Et ce n'était pas trop la solution. Oui, d'accord. C'est pas trop la solution pour envoyer les enfants en Afrique à l'âge de 14 ans, 15 ans. Et grâce à un procureur de la République, section de mineurs au parquet d'Ivry qui s'appelle Madame Kazosa, qui nous a appris quand même, et un procureur n'est pas dans son bureau pour mettre les prisons aux enfants, aux jeunes. Non. Elle nous a montré aussi qu'elle est une mère. Elle a un mari. Donc, elle a une famille aussi, également comme nous. Donc la solution c'était quoi? Il y a une longue réflexion dans son bureau avec Mme Cissé également, avec commandant Madame M. Torossian et Mme Masson. Longue réflexion, ce n'était pas une solution d'envoyer des enfants en Afrique. Parce que si on envoie des enfants en Afrique, arrivé à l'âge de 18 ans, ça veut dire que l'enfant réfléchisse au pays. Arriver encore, c'est pire. Voilà. Tout ce qu'on avait envoyé, et ils sont arrivés, encore c'était pire. Ce n'était pas la solution. Là, il faut qu'on trouve une autre solution. Et cette solution, c'était la présence des parents, et puis avec les groupes, les PIB. Ils sont là pour prendre les enfants qui sont en échec scolaire, et cet échec scolaire, mais il a quand même un projet d'avenir. Et ces projets d'avenir, les PIB, ils sont là pour aider à construire son avenir d'enfant. Et moi-même, j'étais là-bas, j'étais étonné toute la journée. Et les PIB, qu'on a beaucoup travaillé, mais les jours où j'étais dans le centre, toute la journée, et j'étais étonné quand même du travail qu'ils font. Et on a eu aussi, on a rencontré les jeunes aussi, les jeunes de 18, 20 ans, même 25 ans. Il y en a qui étaient en prison et sortir, et ils sont à l'EPID. Ils sont là du lundi au vendredi, et les week-ends, ils reviennent vers les parents. Mais ils sont contents quand même d'être là-bas. Ce n'est pas un centre fermé, mais c'est un centre d'éducation, mais c'est un centre quand même de formation et des projets qui t'aident à ton projet d'avenir, quand même, à construire ton projet. Et beaucoup de jeunes, ils sont très contents de l'EPID. Voilà. C'est pourquoi l'association Génération 2 travaille beaucoup avec cette centre de l'EPID. C'est un centre aussi qui est avec l'armée. Enfin, c'est un centre de l'armée, mais ce n'est pas l'armée de fermer pour les prisons. Non, ils sont là, ils sont beaucoup. Hein? Voilà. Donc, voilà. Les groupes de pères, c'est très important. Merci, M. Jabaraté. Vous devez parler un petit peu du foyer. Tous ces gens qui sont là, avec leurs femmes, des enfants, on était tous des foyers. On est venu avec un projet. Et quand ils viennent avec un projet dans ces pays, je crois que ces projets, il faut les voir aller jusqu'au bout. Même si tu n'es pas éteint, quand même arriver à 60%. Oui, c'est vrai. Avec ces projets qu'on est venu, pourquoi ces femmes qui sont là aujourd'hui? Parce qu'on était au foyer, et ces foyers-là, on ne voit pas trop de notre avenir. Ma femme est là en Afrique, ça fait chaque 2 ans, chaque 3 ans que je n'ai pas, pour 3 mois, ce n'est pas la solution. Et j'ai fait venir ma femme. Voilà. Nous avons un père, par exemple, qui a des difficultés. Le père, il est reçu par 2 pères référents avec une médiatrice pour expliquer son problème. Mais nous avons développé depuis plus de 20 ans des actions à titre préventif, appeler la justice à venir dans nos quartiers. La prochaine fois, si vous voulez, le procureur de la République, il peut venir dans ces genres de réunions. Ça les intéresse. Nous avons commencé avec des juges pour enfants. On continue à travailler avec les substituts du procureur. On travaille avec les directeurs des polices. Et puis on travaille avec le procureur qui peut venir directement vous rencontrer ici dans cette salle-là pour qu'on discute ensemble. Donc le groupe de pères, c'est ça aussi. Donc les pères référents qui ont été formés sur Massy, donc ils vont faire une série de réunions comme ça avec toutes les structures, même la caisse d'allocation familiale, s'il y a des difficultés, les assistances sociales, etc., les transporteurs, etc., etc.
Et tout le monde peut venir vous rencontrer directement ici, dans les quartiers. Et ça fait partie des missions des groupes de pairs. Parce que tout simplement, pour deux objectifs. Premier objectif, pour montrer que derrière la casquette du procureur, derrière la casquette du directeur de la police et même du préfet, le préfet peut venir vous rencontrer parce qu'il y a un homme qui est derrière la casquette. C'est aussi des pères, c'est aussi des parents. Ça, c'est très important de savoir. Quand ils enlèvent leur casquette, c'est aussi des parents. Et toutes les réunions qu'on a faites, le procureur, quand il commence son action, il est entouré par les pères et il dit « je suis père d'abord ». Le procureur, le préfet dit la même chose. Le directeur de la police dit la même chose. Après, ils vont prendre leur casquette. Si vous apportez des difficultés communes, on ne parlera pas d'un papa, on ne parlera pas du problème d'une famille, on parle en général de toutes les questions qui touchent les parents. Et deuxième objectif, c'est de montrer que n'importe quel dispositif étatique que l'État met en place, si vous, les parents, vous ne prenez pas acte de ça, le dispositif ne va pas fonctionner. Donc le dispositif aura le sens si les parents s'approprient de ces dispositifs. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pourquoi aujourd'hui, on a osé demander aux parents de descendre de leurs immeubles pour venir dans un terrain neutre et puis de demander, par exemple, les dispositifs étatiques aussi de venir. M. Chrisman, c'est un samedi. Il devait intervenir à 15h30. Je ne sais même pas il est quelle heure. Mais malgré tout ça, il reste quand même, je ne sais pas, il va rester jusqu'à la fin de son intervention. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, François Chrisman, donc je travaille dans un centre EPID. Alors EPID, c'est un dispositif d'État, comme dit Mme Cissé, qui existe depuis 2005. Il y en a 19, bientôt un peu plus de 20 sur tout le territoire français. Ça a été créé par Jacques Chirac, alors président de la République, et repris depuis toutes ces années. Ça a été créé, et j'ai beaucoup aimé les interventions très variées, ça a été créé justement parce qu'un jour, finalement, l'État s'est rendu compte qu'il y avait peut-être trop de jeunes laissés sur le bord de la route, quelle que soit la raison. Que ce soit pour des problèmes familiaux, pour des problèmes de niveau scolaire, pour des problèmes d'orientation, etc., etc. Donc les centres EPID ont été créés pour permettre à des jeunes de 18 à 25-26 ans de, entre guillemets, trouver un deuxième élan, se remettre sur les rails. On met les mots qu'on veut derrière. Ils ont cette particularité, les centres EPID, comme l'a dit Mme Cissé là encore, et cette particularité, dans ce monde actuel, est extrêmement rigoureux. Extrêmement rigoureux, puisque ce sont des internats de semaine. Tous les jeunes, et on en a vu passer plus de 70 000, tous les jeunes, effectivement, arrivent tous les lundis matins, passent la semaine dans les centres et repartent le vendredi. Pourquoi l'internat a-t-il été privilégié? L'internat, il a été privilégié parce qu'on a vu que cette jeunesse, souvent, était dans des familles nombreuses, était peut-être aussi dans des quartiers qui, on va dire, les fréquentations n'étaient peut-être pas les meilleures. Et donc, ça leur permet de se concentrer 5 jours sur 7 sur eux, penser à eux, à leurs projets, avec tout le plaisir de revenir dans la famille le week-end, évidemment, mais au moins 5 jours sur 7 pouvoir se concentrer sur leurs problématiques, leur vie, leurs envies, leurs projets. Mais c'est particulier. Aller dire aujourd'hui à un jeune de 18 ou 19 ans que demain il va en internat, c'est pas forcément évident. La deuxième particularité avec cette jeunesse, c'est qu'on a pris le pari de faire très différemment des éducateurs de rue avec qui on travaille, et de mettre une dose de rigueur militaire. C'est-à-dire que nos jeunes, je dis nos jeunes, c'est plus simple, nos jeunes portent une tenue uniforme, par exemple, qui n'a rien de militaire évidemment, qui est ni plus ni moins que celle-ci, hein, vous voyez, des chemises, des polos, mais parce que, et c'est ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, excusez-moi, il y a énormément de jeunes différents chez nous. Il y a des jeunes qui ont des moyens, des jeunes qui n'ont pas de moyens, des jeunes qui ont des parents, des jeunes qui n'ont pas de parents, des jeunes qui ont un BEP, des jeunes qui n'ont rien, des jeunes qui sont limite des primo-arrivants, des jeunes qui sont en France depuis leur naissance. Bref, c'est très, 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 très varié. Et donc le port de la tenue uniforme
il n'est pas là pour effacer qui ils sont, parce qu'on veut changer personne, chaque jeune est très bien comment il est, mais on ne veut pas non plus créer des clans, des groupes, des jalousies. Donc si vous voulez, c'est le vivre ensemble. Alors on sait que c'est un mot très à la mode, mais quand on voit un jeune, et on a pas mal de jeunes des Tarterets, on a des jeunes de Versailles, on a des jeunes de Paris, quand ils sont tous ensemble dans la même tenue, eh ben ils se parlent. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de musulmans, de catholiques, tout le monde se parle. Parce que justement, c'était un peu comme à l'époque du service militaire que moi-même je n'ai pas connu. Voilà, ça casse des barrières. On va vers l'autre. Ils vont vers des gens vers qui peut-être ils seraient jamais allés. Donc voilà, c'est compliqué effectivement de dire à un jeune, internat du lundi au vendredi, compliqué de dire à un jeune, bah t'arrives comme ça le lundi, ils n'arrivent pas aussi bien habillés, mais t'arrives comme tu es le lundi, mais toute la semaine t'es en épide, que ça soit un jogging il sera épide, que ça soit une tenue ça sera épide, et c'est comme ça. Et il l'accepte très bien parce que il fait régulièrement des sondages. Leurs motivations sont toutes différentes pour venir. Comme je vous ai dit, il y en a qui disent « Moi j'adore ma famille, mais on est un peu trop nombreux, et donc d'être 5 jours sur 7 ailleurs, moi, ça me permet de me concentrer. » Il y en a qui disent « Si je reste dans mon quartier, je vais avoir des soucis avec la justice, je préfère m'isoler de mes copains, quoi, de mes connaissances. » Il y en a tout simplement, ils ont besoin de se remobiliser. Bref, chacun vient avec une ou plusieurs raisons à l'épide, peu importe, on n'est pas là pour la juger. L'important c'est qu'ils sachent pourquoi ils viennent. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on fait régulièrement des sondages sur les jeunes qui nous rejoignent, et à 90%, et ça rejoindra tout à fait ce qu'ont dit les intervenants, à 90%, les jeunes viennent avec cette motivation de nous dire « Mes parents n'ont peut-être pas été assez durs avec moi. Ils m'ont pas assez dit non. Pourquoi à 14 ans, je pourrais encore être à 23h le soir dehors ?» C'est extrêmement prégnant, c'est ce qui ressort le plus. Ils ont besoin de limites, ils veulent des limites. Donc effectivement, ils vont les trouver chez nous. Et souvent, on a des jeunes qui sont dans des familles qu'ils aiment, mais parfois la communication n'est pas forcément facile. Et ils disent, bah, ça se passe mal, on ne se comprend pas, j'entendais plein d'anecdotes depuis tout à l'heure, hein, effectivement, qui existent. Et finalement, ils vont acquérir une maturité, et je vais vous expliquer pourquoi, ils vont grandir, et ça va beaucoup mieux se passer avec les parents et la famille quand ils vont rentrer le week-end. Parce qu'ils vont être fiers d'eux, parce que les parents verront aussi du changement dans le comportement, et c'est une spirale positive, finalement, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait, maintenant pour présenter un peu quel est le public, pour qui, qu'est-ce qu'on y fait concrètement dans un centre épide, quel est le but? Le but il est double, clairement. Le jeune en rentrant dans un centre épide, c'est l'insertion professionnelle. Le jeune il peut avoir un niveau 6e, il peut avoir un niveau 3e, il peut avoir un niveau terminal, il peut avoir loupé son CAP, peu importe, vous avez compris que c'était tout niveau. Donc le but c'est qu'à l'issue, ils soient insérés professionnellement, qu'ils rentrent dans une formation de son choix. Et j'insiste, c'est pas nous qui allons lui dire « t'as une tête à faire la logistique, t'as une tête à faire de l'espace vert, t'as une tête à faire Reaper ». Non. On part des projets du jeune, évidemment à condition que ça soit réaliste et réalisable, mais souvent, ils visent là, alors qu'ils pourraient viser bien plus haut. Mais ils ont aussi un manque de confiance en eux, parce qu'on ne les a pas toujours bien considérés, parce que le système scolaire n'est pas forcément non plus adapté à tous. Et c'est le papa de 2 garçons qui vous dit ça aussi. Donc le but, effectivement, c'est à l'issue d'avoir un contrat de travail ou de rentrer en formation. Mais le deuxième but de l'EPID, qui est tout aussi important que le premier, c'est l'insertion sociale. C'est-à-dire qu'on leur explique que avoir un boulot demain, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à décrocher. Par contre, savoir tenir un budget, savoir se lever le matin, avoir les codes sociaux pour vivre en société, les codes sociaux de l'entreprise, agir en citoyen, tendre la main vers l'autre, bref, être un adulte accompli, ça c'est important. Et donc, dans leur programme de tous les jours, ils vont travailler ces 2 vecteurs. Bien sûr qu'ils vont travailler leurs projets, ils vont faire des stages en entreprise, etc., pour après être insérés. Mais ils vont aussi tous les jours, travailler ça. La ponctualité, ils se lèvent à 6h30. Autant vous dire que ça pique au début, puisque souvent, ce sont des jeunes qui sont habitués à se coucher à 4, à se lever à midi.
Mais on leur dit. Pourquoi on vous demande de vous lever à 6h30? C'est parce que c'est leur moyenne aujourd'hui de lever en France, tout simplement. Et quand on explique pourquoi, ils comprennent. Quand on leur dit chaque matin, vous faites votre lit, bien sûr, on leur dit, il y a plus grave que d'oublier de faire son lit. Mais pourquoi le faire? Parce que demain, vous aurez votre appart, votre maison, votre famille. Il ne faudra pas que ça soit le bordel. Lit obligatoirement fait chaque matin. Idem pour laver leur salle de bain. Enfin bref, toutes des petites choses du quotidien que peut-être certains ont déjà fait, évidemment, d'autres, même pas en rêve. Mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Voilà. Donc tous les jours, on va travailler là-dessus. Les mains dans les poches, pas être avachis dans les escaliers, on arrête de dire wesh à toutes les phrases, etc., etc., etc. Donc encore une fois, on ne leur demande pas de changer. Je ne sais plus qui tout à l'heure, mais je crois que c'est vous, monsieur, qui disait, mais voilà, je m'adapte. Donc on ne leur demande pas de changer, on leur demande de s'adapter. De s'adapter. Donc voilà, une journée donc, elle est très rythmée, hein, puisqu'il se lève donc à 6h30, préparation, petit déjeuner, etc. Et de 8h à 17h, il travaille. Alors il travaille, avec tous les guillemets, comme je vous ai dit, ça peut être des stages, ça peut être tout simplement du code de la route, ça peut être des leçons de conduite, ça peut être de l'informatique, remise à niveau, bien évidemment, français, mathématiques, atelier de cuisine, ça peut être face à face avec leurs éducateurs pour justement voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On a aussi un soutien à demeure, H24, d'une assistante sociale et d'une infirmière. Parce que parfois on a affaire à des jeunes, et c'est pour ça que je dis parfois, parce que nos jeunes sont tous différents. Mais on a accès à des jeunes parfois qui ont besoin de lunettes. Donc l'infirmière va faire le nécessaire pour que le jeune puisse se rendre chez l'ophtalmo, être appareillé, etc., etc. L'assistante sociale va parfois reprendre des situations au niveau administratif un peu compliquées. Mon jeune, il a 2000 € d'amende. SNCF. Eh bien, elle a les techniques pour demander une diminution de dette, un étalement de dette. Mais jamais à la place du jeune. Tout est fait avec lui. Parce que rien n'est gratuit dans la vie, c'est ce qu'on leur dit. Et donc, il faut aussi que ça vienne d'eux-mêmes. Et puis, de toute façon, c'est pour les rendre fiers, bien évidemment. Voilà. Et puis après 17h, c'est du temps libre. Mais du temps libre contrôlé. Et je reçois des jeunes quasiment tous les jours qui sont intéressés pour venir. Et souvent, la première question, c'est de me dire, bon, ok, on se lève tôt, ok, on bosse de 8 à 17, et après, est-ce que je peux aller manger un grec? Non. Non, pourquoi? Non, parce qu'on leur dit, le grec, c'est bon, mais au niveau de votre budget, c'est pas bon. Au niveau de votre santé, c'est pas bon. Enfin, on exagère, mais on prend le jeune dans sa globalité. Il y en a qui viennent avec un frein, il y en a qui viennent avec 20 freins, ils sont tous différents, d'accord? Donc l'accompagnement, il va être personnalisé. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes qui vont rester 4 mois avant de trouver un CDI, d'autres qui vont peut-être en rester 10 ou 12. Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes, les projets professionnels ne sont pas les mêmes, les freins ne sont pas les mêmes. Alors, évidemment, je vous rassure en tant que parent, parce que moi je serais inquiet à votre place, c'est gratuit. C'est un dispositif d'État où tout est pris en charge. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire le logement, la nourriture, les formations, le code de la route, le permis pour certains, tout. La formation à l'État par jeune coûte environ 28 000 €. Alors certains nous disent c'est très cher. Moi je pense que c'est un investissement sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est beaucoup donné peut-être d'un coup, pour un parcours qui va peut-être durer 8 mois, mais si ce même jeune, demain il travaille, eh bien il cotise. S'il cotise, il rend service à la société, etc., etc. Et la boucle est bouclée. On n'aurait pas plus intérêt de mettre 0 € et de le laisser galérer parce qu'il a arrêté avec son CAB et il ne trouve pas de travail, et il prend que des petits boulots alimentaires. Et... Voilà. Donc, un discours est moins éloquent que des vidéos. Je vous invite à aller sur le site epid.fr, vous avez plein de renseignements. J'ai amené plein de cartes de visite pour ceux et celles qui voudraient m'appeler pour me poser des questions. Et c'est un dispositif qui marche. Sur 100 jeunes qui font l'ensemble du parcours, c'est 92 qui sont insérés en formation ou en emploi. Et on travaille avec des petites entreprises de quartier, comme avec les plus grandes multinationales, comme le groupe Accor, Securitas, etc., qui veulent de nos jeunes.
il n'y a pas plus tard que quelques mois, le recrutement de la SNCF était dans notre centre et nous a dit, voilà, moi j'ai 50 places pour les jeunes de l'EPID. Alors que normalement, il faut être au moins bachelier pour entrer à la SNCF. Et donc les jeunes disaient, mais pourquoi? Il leur a dit, c'est tout simple. Moi, en tant que recruteur, je peux vous former au métier. C'est pas une problématique, je peux vous faire former. Il dit donc, je préfère avoir des jeunes en face de moi qui seront à l'heure le matin, qui parleront bien à mes usagers, qui auront mûri, qui auront réfléchi aussi sur qui ils sont, leur place de citoyen, et vous former. Plutôt que de prendre quelqu'un qui est déjà formé, qui a peut-être effectivement déjà le bac, un bac plus 2, mais qui sera en retard de bac, etc., etc. On travaille beaucoup le savoir-faire, bien sûr, mais on travaille énormément le savoir-être. Et là, effectivement, et encore une fois, j'étais admiratif de tout ce que vous pouviez dire depuis tout à l'heure, il faut vraiment que vous compreniez, et là aussi c'est le papa qui vous parle, que parfois les jeunes arrivent avec des chocs culturels absolument énormes. Et ils ont du mal parfois à trouver leur place. Ils ont vraiment du mal à trouver leur place. Et c'est pour ça qu'il y a tout un volet aussi sur la citoyenneté. Sur la citoyenneté, sa place en France, les symboles de la République, des actions citoyennes comme aider les plus pauvres, aider les restos du cœur, voilà, pour que tout simplement ils s'accomplissent. Donc, pour ne pas vous abreuver d'informations, retenez juste que voilà, c'est un dispositif gratuit, à durée variable en fonction des besoins du jeune, qui permet donc l'insertion sociale et professionnelle. Et pendant ce parcours, eh bien, on travaillera à la remise à niveau de l'informatique, tout ce qui a trait à la mobilité, tout ce qui a trait, on va dire, aux problématiques sociales, aux problématiques médicales, s'il y en a, et j'en oublie certainement. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité. L'argent de poche, puisque comme tout est pris en charge, voilà, et on leur met 90 en plus, de côté, sous forme de compte épargne, parce que pour nous, si on leur donnait 300, ils grilleraient les 300, c'est bien évident. Donc on les apprend aussi à épargner. Comme ça, vous voyez, ils ont 210 € qui tombent tous les mois, ils en font ce qu'ils veulent, c'est pas notre problème. Et 90 € qu'on leur garde chaque mois, et le multiple de ces 90 € pour un jeune qui est resté 10 mois, par exemple, bah, il touchera 900 € à la sortie. 900 € pour celui qui a réussi à passer le permis de conduire avec nous, qui veut s'acheter une petite voiture, 900 €, mais pour démarrer, c'est pas mal. Celui qui veut s'installer pour payer une caution, c'est pas mal. Pour celui qui a décroché un travail et qui veut s'acheter ses premières belles tenues, c'est pas mal. Donc voilà. Alors, l'EPID fait partie du dispositif deuxième chance. Donc, c'est-à-dire qu'on donne une deuxième chance, quelle que soit la première qui a été donnée. Ça a une deuxième chance parce que j'ai raté l'école, j'ai une deuxième chance parce que j'ai fait des bêtises. Donc, c'est pas parce qu'un jeune a fait des gardes à vue que son dossier va être toqué, bien au contraire. Et y compris, admettons, il a un casier, on regardera le casier, mais c'est pas forcément problématique. On est vraiment là pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Pour le jeune, mais aussi pour tout son entourage. On entend beaucoup en ce moment parler à la télé des aidants, ceux qui aident des gens en difficulté. Mais moi je pense qu'en aidant jeune à se sentir mieux, à évoluer, on aide aussi la famille. Parce que c'est déjà un souci en moi. Sur son avenir, sur son avenir, c'est un souci en moi. Voilà. Et bien sûr, c'est mixte. La société étant mixte. Évidemment, je tiens à rassurer également, tout est mixte, sauf les bâtiments d'hébergement. On a bâtiments d'hébergement femmes, bâtiments d'hébergement hommes. Mais sinon, les activités, comme le sport, le code, les cours, c'est mixte. La société l'est, évidemment. Est-ce que les jeunes doivent avoir uniquement la nationalité française? Non. Un jeune étranger, à partir du moment où il a un titre de séjour valable, peut tout à fait être admissible à l'EPID. Ça, c'est un dispositif concret. Et le 14 novembre, il y a les journées portes ouvertes à l'EPID. Vous pouvez aller. Donc, M. Chrisman va laisser ses coordonnées à Kumba. Et Kumba va nous faire une liste. Et tous les parents qui sont intéressés peuvent prendre contact directement avec l'EPID. Ils peuvent vous envoyer toute la documentation. Vous diffusez l'information auprès des parents qui ne sont pas présents. On a toujours une solution avec tous nos jeunes. Donc il faut avoir la confiance. Donc même les jeunes, c'est une deuxième chance, même les jeunes que vous disiez qu'il n'y aura pas quelque chose, etc., ils peuvent avoir. Donc nous, on a eu des expériences positives. Il y a des jeunes
jeunes qui passent 8 mois à l'épile, mais qui s'engagent à l'armée durant 5 ans. 5 ans. L'armée, c'est pas pour aller faire la guerre, hein. C'est pour faire aussi, comment ça s'appelle, d'autres, une formation. Et si on voit sur le CV d'un jeune qui a fait l'armée durant 5 ans, je vous assure que la banque lui prête des sous pour acheter sa maison. Parce que tout jeune, ça c'est une réalité. Et puis M. Crispon, il a expliqué quelque chose. On prend des jeunes riches, pauvres. Pourquoi on met l'uniforme? Pour dire que nous sommes tous pareils. C'est la même chose. Chirac, il a enlevé le service militaire obligatoire. Il a changé par rapport à ça. Donc que tu sois fils de riche ou de pauvre, etc., etc. Donc nous avons les mêmes visions. Voilà un dispositif concret, parce qu'on voulait venir aujourd'hui avec une réponse concrète par rapport à des difficultés pour que ces jeunes puissent rentrer. Et c'est tous les jeunes qui n'ont pas eu le bac, ou bien qui ont eu le niveau bac ou sans bac. D'accord? Sinon, il y a d'autres dispositifs encore. C'est en fonction du niveau, c'est en fonction de vos besoins. Il y a plein de dispositifs pour aider vos jeunes et qu'on peut transmettre tout ça à combat. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui vient de parler. On peut avoir tous les dispositifs qui viendront ici directement pour discuter avec vous. Merci Madame Cissé, merci Et monsieur Kentus Tamoul. Ok. Donc je tiens aussi à remercier mes collègues qui sont venus, qui sont déplacés. M. Thierry Moussé, je tiens à remercier. Et M. Romain et sa femme. Merci. Et on va démarrer là. Vous êtes prêts à nous écouter? Vous êtes prêts à nous écouter, les papas de Moussi? Alors, puisqu'on est dans les remerciements, on va finir là-dessus. C'est un projet qui a été fait dans le cadre du contrat de ville, donc de la politique de la ville. D'accord? Commencé par la DRAC Île-de-France, par le conseil départemental, par la ville de Massy et la communauté d'Aglo, Paris-Saclay. Donc on les remercie. Et à la femme qui est notre partenaire et la PMV qui nous a accueillis pour répéter. Donc c'est un projet avec les papas. On aurait aimé qu'il y ait plus de papas, on a essayé de les faire venir. Mais c'est difficile, c'est pour ça qu'il y a ce type de réunion comme aujourd'hui, pour créer du mouvement. Donc peut-être qu'une autre fois, il y aura encore plus de papas. Voilà. Ok, bravo à tous ceux qui ont osé venir et qui sont là ce soir. Allez, c'est pas fort, hein. Nous sommes les papas. Oui, les papas. On dit toujours que nous sommes des bons à rien. Et notre Abba Palabre s'est dégonflé. Ils jouent à notre lit, on ne fait qu'à le faire. Que nous sommes l'armée des grands muets. Mais c'est nos femmes qui portent le foyer. Les enfants, la cuisine, le ménage et surtout le mari qui est lourd comme un Allemand. Qu'elle veille sur le présent et l'avenir. Que nous sommes coincés dans le passé. Une jambe ici, une jambe là-bas. Nous sommes les écartelés, les unijambistes. On vit le présent à cloche-pied. Alors nous, les papas, on dit... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais si on dit c'est vrai, c'est que c'est faux. En tout cas, plus vrai. Alors, aujourd'hui, ouvrez vos oreilles. On prend la parole. Ouvrez vos yeux. On rentre dans la lumière. Nous, les papas, on secoue la poussière de l'arbre à palabre. On donne un grand coup d'aspirateur sur le tapis des complaintes. On bouscule les excuses. On vous dit, on est de retour sur nos deux pieds. Ouvrez vos cœurs. On est là pour vous. Ainsi doit être, ainsi il sera. Moi, je suis venu ici, comme tout le monde. J'ai même quitté l'école pour venir ici. Mes 3 frères sont venus ici. Mes 3 sœurs, elles, sont restées là-bas. Je suis un Soninké du bord du fleuve Sénégal. Je suis né français au Sénégal. Mon père avait gardé la nationalité française le 4 avril 1960. Ça a été notre chance à nous, les garçons. Nous sommes des binationaux. Les filles, elles, n'ont pas eu cette chance. C'était des filles. Mon père travaillait en France. Revenait au pays. Il restait 6 mois, 1 an, au gré de ses envies. On a eu un père par intermittence
Notre repère, c'était notre monde. La France, je lui ai donné 10 mois de service militaire et 6 mois de casque bleu en Yougoslavie. L'armée, elle, m'a donné la panoplie des permis de conduire. Alors, je conduis. Tous les jours, avec mes collègues de la mairie de Paris, dans ma benne verte, on recueille des tonnes de décisions de la société de consommation. Comme on disait avant. Casque bleu, benne verte, l'ocre du fleuve Sénégal. J'ai toujours aimé les couleurs. Moi, je suis Tamoul, catholique, réfugié. Mon présent est en France, mon avenir dans mes enfants. Je viens de Sri Lanka, de Jaffna, la terre des musiciens. Jaffna, c'est une carte postale. Plage, Soleil, de sourires et fleurs. je suis né dans une famille essai. Nous avions des hectares de terres cultivées, des vergers, de bétail, des entrepôts, une grosse propriété. une vaste maison à étages. Mon père régnait sur cette opulence. La guerre civile a mitraillé les souris. Nous avons dû fuir. Mon père est resté. Il a tout perdu. Il s'est divisé toute sa vie et cet état. Ma mère, elle, est morte en mettant le pied en France. Si c'est né, c'est moi qui aurais hérité de tout le monde familial. Aujourd'hui, si Dieu l'avait voulu, je serais un homme riche, avec des soucis de riche. La guerre civile, on a décidé autrement. Elle m'a envoyé à la case France. Bonsoir. Permis de séjour. Civil. HLM. Cap. La guerre. Ma femme a vu ce qu'il ne faut pas voir. L'assassinat d'un proche. Son présent pour des bourbiers. Alors, c'est moi qui élève les enfants de cousine. Je suis un homme d'intérieur qui travaille. J'ai un double casquette, travailler et faire du foyer. Au moins, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, ni de trop penser. Tout ça ne m'empêche pas de sourire. Mes enfants et tous mes neveux et nièces sont français. Ils ont un avenir pour eux. Moi, j'ai fait ma part. Un jour, peu de temps après mon arrivée en France, je suis allé dans mon café, prendre mon verre. Le serveur m'a totalement ignoré. Je l'appelais et il ne répondait pas. Il faisait semblant de ne pas m'entendre ni de me voir. S'il se déplaçait, il évitait ma table. Soudainement, comme si j'étais devenu invisible. J'étais là, mais pas là. Je n'existais plus. De noir, j'étais devenu ombre. Son regard me traversait. Ma voix sortait des sons terribles. Je n'existais plus que dans le cœur des miens au pays. Un souvenir dans un continent, une ombre dans un autre. J'étais devenu par la force d'une haine irréelle. Moi, je suis tamoul, catholique comme mon ami. Mais moi, je viens d'Inde, de la région de Pondichéry. Et moi, je suis un réfugié climatique. Pondichéry, un nom qui sont mélancoliques et exotiques. Rêve colonial et vieille France. La guerre peut vous faire fuir votre pays. Chez moi, j'ai appris quelque chose. Sans eau, on ne peut plus vivre. Quand des hommes, pour qui vous ne comptez pas, bâtissent des barrages en amont de vos rivières et décident de la vie et de votre existence. S'il n'y a plus assez d'eau, il n'y a plus de riz, de fruits, de légumes, d'air, d'arbres. Plus de poules, de moutons, de vaches. Plus d'argent, plus de nourriture. Qu'est-ce qu'il vous reste? Le départ. Ici, quand j'ouvre le robinet, l'eau coule, je peux boire, me laver les mains. En le choix n'est pas entre être riche ou bien être pauvre. Le choix, c'est d'être libre. Je suis ce que je suis, ne vous déplaise. Les princesses au petit pois, au brillant. Je donne et je reçois à ma guise. Je mets les mains dans la terre. Cueille, sème et plante. Libre de mes choix, de réussir ou de me tromper. Libre, tout simplement. À Clermont-Ferrand, en hiver, il fait plutôt froid pour un Sénégalais, qu'il soit tirailleur ou français. Alors, à la caserne, j'ai postulé pour être à l'armurerie, entre 4 murs, au chaud.
Le colonel m'a fait appeler. Diallo, c'est français ça, Diallo? Oui, mon colonel. Ah bon? Français de France? Oui, mon colonel. Du Sénégal. Ah, du Sénégal. Donc il est sénégalais, Diallo. Non, mon colonel, français. Et le papa de Diallo, il est français? Oui, mon colonel. Et il est né où, le papa de Diallo? Au Sénégal, français, mon colonel. Ah. Et pourquoi il n'est plus français, le Sénégal, Diallo? Parce qu'il est indépendant, mon colonel. Alors, Diallo, fils et papa sont sénégalais? Non, mon colonel, ils sont binationaux. Ils sont binationaux. Moi, quand je vois Diallo, je vois surtout du Sénégalais. Et maman Diallo, elle est française? Non, mon colonel, c'est une femme. Ah, maman Diallo est une femme. Oui, mon colonel. Bon, mon petit Diallo, vous voyez, pour l'armurerie, il nous faut des nationaux tout court, pas des bis. On ne peut pas tout avoir, l'indépendance et l'armurerie. Bon, rompez. Sergent Diallo, avez-vous déjà vu de la neige? Non, mon colonel. Eh bien ici, vous allez en voir beaucoup, et vous verrez, elle est toute blanche. Qu'est-ce que c'est le racisme? Moi, je connais le rat des champs, le rat des villes, le ragondin, le rat musqué, mais pas le racisme. C'est quelle sorte de rat, ça? Eh bien, c'est une sorte de rat qui croit qu'elle n'est pas un rat. Un rat amnésique, en quelque sorte. Alors, quand il voit des rats, il dit « C'est quoi ça ?» Bah, les autres lui répondent « Ben, on est des rats, comme toi. Bonsoir. » Alors, ça fait un séisme en lui, un raz-de-marée, tu comprends? Une colère terrible que d'autres puissent se comparer à lui. Du coup, on l'a appelé le rat séisme. Et avec le temps, c'est devenu le racisme, tu vois. Dans le très antique royaume Peul Yeliola, cette année, une forêt conflit pour pousser plantes et arbres de toutes sortes. Au cœur même de la forêt se trouvait un grand lac, aux eaux claires, douces, limpides, mais extrêmement profondes. Aucune perche, aucune tige, bambou, liane n'était assez longue pour en arriver au fond. À tout instant du jour, on voyait des êtres vivants nouveaux sortir du lac et se disperser dans la forêt. Et chaque jour aussi, les vents poussaient des débris de toutes sortes dans les eaux du lac, sans jamais parvenir à les polluer ni à les combler. Car ces eaux merveilleuses avaient le don de transformer tout ce qui tombait en mer. Autour du lac, des grenouilles et des singes de toute espèce nichés sur les branches des arbres. Ils passaient tout leur temps à crier, à gesticuler. Ils s'approchaient, luttaient, se mordillaient, se lacéraient la peau. Parfois même, ils sont tués. Ce qui les opposait ainsi, c'était leur désaccord sur l'origine du lac, sa profondeur et la nature de ses eaux. Chaque espèce de grenouille ou de singe voyait à sa manière et voulait de toute force que sa vision soit l'idéal et la seule valable. Pendant que singes et grenouilles continuaient ainsi à s'invectiver. Parfois, ils se donnaient la mort. Les pélicans au long bec nageaient paisiblement sur la surface des eaux. De temps en temps, ils y faisaient un grand plongeon, empluché de poissons, la vaste poche qui garnissait le dessus de leur bec. Singes et grenouilles n'avaient que crime au cœur à leur égard. La grue trompette embaucha sa corde. Kouma, Kouma, Kouma! Je suis l'oiseau chanteur de la race des échassiers, longue patte, bec solide et pointu. J'ai beaucoup voyagé. Je connais monts et vallées de par le monde. Je connais les rives de 1000 et 1000 cours. Comme je vous plains, guenons et singes qui vous moquez du pélican, vous ignorez ce qu'il représente et ce dont il est capable. C'est un parent dévoué, un excellent nageur, un grand pêcheur. Et lorsqu'il prend son vol, c'est un voilier imbattable. Il peut vivre partout dans le monde, dans les airs, à la surface de la terre, sur les eaux et dans les profondeurs marines. Et si sa démarche est gauche lorsqu'il se déplace sur la terre ferme, c'est uniquement pour rappeler la lourdeur des gens qui se croient parfaits en tout et se moquent des autres. Oh, intolérants de tous ordres, sachez que votre idéal, quel qu'il soit, ne peut être ni le seul, ni le plus parfait. Guenons et singes, battez-vous avec rage.
vous ne connaîtrez jamais la profondeur des eaux de ce lac. Vous ne réussirez qu'à troubler les eaux de votre propre mare intérieure, mais jamais celle du grand lac, source de vie, de paix et d'harmonie. Un saint homme habitait dans une caverne au flanc d'une montagne. Attends, je vais faire une seconde. Est-ce que vous entendez ou pas? Ouais, ça va. Tout le monde entend bien? réagir Là ouais. Moyen. Ouais, ceux-là nous entendent moyen, il faut qu'on monte un peu le volume. Ok. Bah, excuse-moi Jean-Pierre, je vais juste vérifier ça. Un saint homme habitait dans une caverne au flanc d'une montagne. Un jour, plongé dans ses réflexions, il se demande pourquoi, parmi les animaux, certains ne voulaient ni ne pouvaient vivre autrement que dans des matières excrémenteuses, alors que d'autres ne pouvaient vivre que dans des éléments purs, exhalant une bonne senteur. Absorbé dans cette pensée, il ne remarqua pas la présence des petites souris qui s'étaient glissées sur ses jambes. Sans même s'en apercevoir, il la tira. Quand il revint à lui-même, il découvrit sur le sol la petite souris aplatie, sans vie, teintée de sang. Oh Dieu, j'ai tué une de tes créatures. Que dois-je faire pour me faire pardonner ma faute? De ce jour, il se mit à jeûner et à se priver de son sommeil. Des mois s'écoulèrent. Et pourtant, le corps de la petite souris ne pourrissait pas ni ne tombait en morceaux. Le saint homme plaça le petit corps dans un endroit où il pouvait le voir en face de lui chaque fois qu'il s'installait au coucher. Or, la prière du fidèle dans le cœur ému par l'amour divin et par le regret de ses propres fautes est toujours favorablement accueillie par Dieu. Tout à coup, les lumières transpercent les nuages. Le rayon déchire l'espace. La puissance divine fit éruption dans la montagne et vint insuffler la vie dans le corps de la petite souris. La souris tressaille. Elle respire. Elle revient à la vie. Pour la seconde fois, elle naît en se bambou. Salut marabout. Ainsi je suis revenue une deuxième fois en ce monde. C'est ta prière qui a provoqué cette merveille. Aussi, maintenant que me voici ressuscité, j'ai décidé de ne point quitter ce lieu. Ici seulement je vivrai, et à tes côtés, je m'amuserai en allant d'ici, de là, dans les cavernes. Dieu bon et hautement sanctifié, si ma petite souris avait été une créature humaine, j'en aurais fait mon enfant. J'aurais suspendu des boucles d'or à ses oreilles. J'aurais fait fondre de l'argent pour lui façonner des anneaux de cheville. Mes frères et sœurs l'auraient beaucoup aimé. Hélas, cela ne saurait être. Petite souris animée, fouette le sol de tes pattes et cours vite vers ton trou. Tu n'as point été conçu pour vivre avec un fils d'Adam, sache-le. J'ai jeûné parce que je faisais ta mort. Dieu m'a ranimé. Mais j'ai peur que tu sois encore blessé. Je préfère te dire adieu. Petite souris, qu'on vive chez toi et laisse-moi me noyer dans le fleuve de mes pensées. Chose étrange, merveille des merveilles. Alors que le marabout s'attendait à voir la petite souris entrer dans son trou, voici qu'elle se transforme en un bébé fille poussant de petits cris, puis dans une jolie petite fille de toute beauté. L'enfant dit: Hé, marabout, me voici devenu enfant d'homme. Élève-moi dans les bras. Fais-moi entrer dans le monde des humains. Fais de moi ton enfant. Je t'en prie, éduque-moi. Élève mon caractère et incline-le vers l'étude. Je t'accepte à cause de Dieu. Tu as été transformé en enfant d'Adam pour que je t'élève. À toutes tes demandes, je répondrai selon mon savoir. Je te donnerai un trousseau et des parures suffisantes. Le marabout éleva la fille. Avec le temps, son cerveau se concentra, se fortifia, son caractère protégé de l'ennemi,
Son cœur s'ouvrit et devint si sensible à la beauté de la création qu'il chantait pour les oiseaux, improvisait pour les plantes de la brousse, sans oublier les montagnes et les dunes. Les jours s'ajoutant aux jours devinrent des semaines. Les semaines sur les semaines formèrent des mois. Les mois sur les mois mirent au monde des années. Grandissant loin de tous, au creux de la montagne, la petite fille devint, telle une petite agnelle à poil ras du Sahel que l'on aurait installée dans une prairie. Elle passait ses matinées et ses soirées sans lassitude aucune, le cœur rempli de douceur, vierge de toute peine. La nuit, elle dormait d'un sommeil plaisant. Peu à peu, son corps s'étoffa et sa peau devint lisse. Sa poitrine commençait à pointer et ses rondeurs en auraient remonté au tendre mélangé. Le souffle léger des fleurs émettait un parfum qu'elle aspirait et qui l'emplissait. À son tour, lorsqu'elle expirait, en particulier son frère, autour d'elle, et toute la caverne sentait bon. Le marabout s'en aperçut et s'en réjouit. Il interrogea la jeune fille. Manques-tu de quelque chose? Éprouves-tu quelque embarras? Père, auprès de toi je suis dans la grâce. Mes journées, mes nuits, je les passe dans le raffinement. J'occupe un autre degré que donne dans le ciel. J'illumine la terre, marabout, ta fille vivra dans la lumière. Je te le demande, accepte mes cadeaux. Grogna, il s'avance et dit, ne l'écoute pas, ô marabout, le soleil est un gâteur qui se vante pour rien. Si ses rayons sont ardents, c'est seulement je t'en fais témoin lorsque je suis absent. Je le défie de m'accuser de mensonge face à face en ta présence, car je peux m'envoler plus haut, m'allonger sur lui, sans que ses rayons puissent me confondre ni me traverser. Marabout, je te demande ta fille en mariage. Accepte la montagne. Grande montagne s'avance et dit. Oh marabout, ce que Gros Nuage raconte là est loin d'être irréfutable. Je ne conteste point qu'il puisse recouvrir le soleil et diminuer son éclat, refroidir l'ardeur de ses rayons, remplir d'obscurité. Mais oublie-t-il mon existence en moi, montagne? Il suffit que je l'aspire pour qu'il vienne à moi, s'effondre, s'effiloche. Son outre plein d'eau se déchire, ses larmes ruissellent comme wal-wal sur la terre. Si Gros Nuage peut se permettre de dire, le seul homme ici, c'est moi, c'est uniquement quand moi, montagne, je ne suis pas présent. Je suis un être majestueux, surélevé par rapport à la terre. On ne peut me piétiner, m'aplatir sur le sol, ni même moudre jusqu'à me réduire en farine. Les rayons du soleil s'effrient sur ma peau. Le cruche d'eau du nuage sur moi se casse et s'éparpille. Marabout, je demande la main de ta fille, car j'en suis digne. Sourit mal, le quatrième candidat. Le silence. Bravo Vincent, bravo les acteurs et les actrices, c'était super votre pièce. Vous avez reconnu les contes d'Amadou en Fatima. Voilà. Certains connaissent, j'imagine. Donc ne bougez pas de vos places. Il y aura encore de la musique, il y aura le repas. Et ne bougez surtout pas, on aura beaucoup de choses à faire. Voilà, on va manger, donc surtout ne bougez pas. Voilà, on va vous servir. Avec Madame Diawara, M. Diallo, les représentants de la femme. Comment ça va? Donc la journée aujourd'hui, c'est on essaie de réunir les papas pour s'occuper de l'éducation de nos enfants.
Et cette journée aujourd'hui, on a intitulé l'éducation des enfants. Donc l'éducation des enfants, on a invité des intervenants pour nous parler de l'école, les parents qui s'occupent des enfants qui sont à l'école, de faire leurs devoirs, comment faire leurs devoirs et tout ce qui concerne l'école, quoi. Donc on a fait ça l'année dernière. Cette année aussi, on a fait la deuxième édition. Inch'Allah, on va continuer encore d'essayer de réunir les papas de Massy pour justement continuer dans cet élan. On voit qu'il y a plein d'associations de papas qui sont créées. C'est-à-dire qu'il y a même une association de papas de Évry qui est venue. Voilà, qui sont venus. C'est-à-dire que ça y est, on commence à avoir un réveil des papas là. Tout à fait, voilà, c'est ça. Ça commence à arriver là. Voilà, on a invité l'association des papas d'Évry, de Grigny, je crois, Viry-Châtillon, tout ça. On a fait même une formation avec tous les papas de ce coin-là. Et c'est ça qui a sorti cette journée-là. Donc on va continuer dans cet élan. Donc c'est vous les mamans qui réveillez les papas, c'est ça? C'est ça. C'est vrai, nous les mamans, il y a longtemps qu'on est sur le terrain, mais là on a envie de travailler avec les papas. Et les papas, ils sont volontaires, ils ont envie, ils ont fait une formation et il y a une prise de conscience. Donc ils jouent vraiment leur rôle. Et c'est ça, c'est ensemble qu'on peut arriver. C'est pas les papas à côté, les mamans à côté. C'est papa et maman qu'on peut arriver à parce que là, vous avez soulevé des sujets tabous, là. C'est-à-dire des sujets qu'on ne soulève pas souvent alors que ça arrive fréquemment. C'est-à-dire le fait que beaucoup de papas et mamans africains ne savent pas forcément lire et écrire. Ouais. Et du coup, leurs enfants, des fois, peuvent mentir sur les bulletins et vous êtes rentré sur des détails même, sur l'émotionnel aussi. C'est-à-dire que je sais que vous, c'est beaucoup votre discours, il faut transmettre de l'affection. Vous pensez que c'est... il faut diffuser ce message, vous pensez qu'il faut le diffuser vraiment? Il faut vraiment le diffuser parce que c'est très très important qu'un enfant aimé, un enfant qui se sent aimé, qui se sent soufflé, donne plus de lui-même qu'un enfant qui se dit bon, moi mes parents je pense qu'ils ne m'aiment pas ou j'ai pas d'affection. Et là aujourd'hui ce qu'on fait avec les pères, c'est en tout cas cette prise de conscience que nos enfants ont besoin de nous, qu'on sache lire ou pas lire. Leur force c'est nous. Donc on va leur donner cette force-là. Parce que tout à l'heure, M. Diallo, vous avez parlé du fait qu'on parlait de votre fille. Vous avez dit comme quoi, voilà, quitte à lui payer une école privée, moi je veux pas qu'elle reste comme ça. Et tout à l'heure, il y avait le discours de Faisal qui disait que beaucoup de papas préfèrent investir au pays plutôt qu'investir dans l'éducation de leurs enfants. Justement, c'est pas mon cas. Moi, au contraire, je préfère quand même investir sur mes enfants. Comme j'ai dit, ma fille n'a pas pu avoir une école cette année. Et l'année prochaine, Inch'Allah, je ferai tout. Qu'elle trouve une école normale, qu'elle ne trouve pas, moi je suis prêt à payer une école privée pour qu'elle continue ses études. Voilà. Donc là, le message que vous lancez avec cet événement, c'est que il faut s'impliquer réellement dans l'éducation des enfants. Réellement. Il faut vraiment qu'ensemble, les papas, les mamans... il ne suffit pas de faire des enfants. Il faut vraiment assumer sa responsabilité. Et c'est cette responsabilité aujourd'hui qu'il faut absolument que tout le monde soit conscient qu'on est responsable de nos enfants. Et on doit assumer ça. Parce qu'il y a aussi, pour finir, il y a aussi une donnée, c'est que beaucoup d'enfants entre guillemets, ne considèrent pas leurs parents leur juste valeur. Du fait qu'ils ne savent pas lire et écrire, ils ne savent pas qu'il y a d'autres paramètres de considération qui font que... Ça, c'est parce que tout simplement, les parents n'ont pas établi ce contact, ce dialogue avec l'enfant. Dès lors que quand un enfant, dès tout petit, s'il communique avec les parents, quelle qu'en soit la langue, il y a cette communication, il y a cette confiance. Mais si on n'arrive pas à établir ce contact, parce qu'on a l'impression que tout est transmis par des non-dits, comme si on était au bled, parce qu'au bled, il y a beaucoup de non-dits, mais l'enfant comprend. Mais ici, c'est pas la même chose. Ici, il faut parler à l'enfant, il faut communiquer, il faut lui dire des choses clairement. Et il n'y a pas une tante à côté qui va dire ça, ou un grand-père, ou une grand-mère. Donc c'est ça qu'il faut, en tout cas nous-mêmes parents, qu'on prenne conscience que on doit parler à nos enfants, on doit communiquer à nos enfants et transmettre notre culture. Et leur expliquer pourquoi les parents envoient aussi beaucoup d'argent au pays. Tout à fait. Il faut parler, il faut continuer, il faut parler avec les enfants. Parce que nous, on croit qu'on est toujours en Afrique. Parce qu'il y a des paroles où c'est la tante qui doit dire, le père non. Il y a des paroles où c'est le grand-parent qui doit dire.
la maman non. Eh ben, ici, on doit se dire tout. Les enfants, la communication doit passer entre les parents et l'enfant. C'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête, nous les parents. C'est ça qu'il faut, voilà. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans l'ancien système qu'on croit qu'on est toujours en Afrique. Ici en France, on vit entre 4 murs avec les enfants. Ils connaissent que papa et maman. Donc si on n'arrive pas à établir un dialogue, depuis tout petit, des fois, les Africains, on laisse faire comme au pays. On dit ouais, c'est un enfant, alors qu'il grandit à partir de 11-12 ans, il connaît déjà tout. On ne peut plus l'arrêter, on ne peut plus le freiner. Donc c'est ça qui nous arrive, les parents africains. C'est ça. C'est vrai que l'innocence des enfants aujourd'hui c'est pas la même qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Tout simplement, nous en Afrique, on a l'impression que l'enfant ne comprend pas. Mais il sent les coups. Quand un enfant fait une bêtise, on n'explique pas pourquoi tu as fait cette bêtise. On lui donne une claque, on va dire là il a compris. Alors qu'ici, non. Tu expliques à un enfant, c'est pourquoi tu as fait ça. Et nous, on a l'impression que ça se passe comme nous, ce qu'on a reçu. Donc on essaie de transmettre ça, mais ça ne marche pas. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut voir autrement. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi on a raté? Pourquoi nos enfants nous disent qu'ils ne nous comprennent pas? Parce que tout simplement, on ne prend pas le temps d'écouter nos enfants. Et si cette écoute maintenant que tout le monde va intégrer, veut dire qu'un enfant a des choses à dire, on doit l'écouter. Merci à vous et bonne continuation pour ce grand combat. Merci bien, merci. Monsieur, comment allez-vous? Ça va. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous avez participé à la pièce de théâtre? Oui. Ça va et on vous a senti bien à l'aise? Pour des débutants, c'est un peu difficile. Moi, il y avait le trac, mais ça va. Moi, je vous ai pas senti débutant. Moi. Ah non, c'est la première fois. Et qu'est-ce que ça vous a fait? C'est quoi votre ressenti par rapport à cette pièce de théâtre que vous avez jouée aujourd'hui? Cette pièce de théâtre, le ressenti était que vraiment, par rapport au thème, c'est par rapport surtout au vécu de certaines personnes dans notre, comment on appelle ça, dans notre groupe de travail. Et moi, je suis venu après. C'était en répétition pendant un certain nombre de temps. Moi, je suis venu quelques temps après. Mais je crois que ce qu'on raconte dans cette pièce, c'est 2 ou 3 histoires personnelles de certains individus. Et sinon, c'est un conte de Ampatiba qui a été relaté dans cette histoire. Oui. Du coup, vous avez raconté vos parcours de vie. Oui, le portrait de certaines personnes. Par rapport aux Sénégalais, aux Tamoul, en Indien, je crois. Oui, le continent. Et on sait que c'est rare qu'on voit des hommes comme vous, des papas de votre profil, venir dans des pièces de théâtre et comme ça, se lancer comme ça, là, devant tout le monde. Et pourquoi vous avez accepté? Pourquoi j'ai accepté? C'est que nous, les papas, on est un peu absents quand même par rapport à ça. On ne voit que les moments de temps en temps. Et les hommes, on est un peu très rares. Regarde par rapport à ce qui se passe. On a fait appel à pas mal de personnes, mais ces derniers n'ont pas pu se déplacer. Je crois que c'est par un manque de temps ou tout. Bon, on s'est dit pourquoi pas essayer de tenter cette expérience pour pousser d'autres personnes à se présenter, peut-être dans la prochaine sortie ou des choses comme ça. Et du coup, le message qui a été fort aujourd'hui, c'est, comme vous dites, c'est l'absence des papas. L'absence des papas, leur implication dans la vie de la cité, surtout. C'est ce qu'on veut. Donc partout, on voit que des femmes qui dirigent et des femmes qui sont présentes sur le terrain. Les papas ne sont jamais là. Donc c'est ce qui nous a poussé à essayer d'être là. Peut-être que ça pourra avoir un impact sur d'autres papas qui vont nous rejoindre. Et vous pensez que, c'est une question bête que je pose, mais il faut que les papas s'impliquent plus, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup notamment des fils dans les quartiers, il y a même des filles même, qui ont besoin de cette présence des papas et de cette transmission aussi, cette transmission de leur histoire. J'ai pas bien compris votre question. Je disais que, comment dire, vous
vous pensez qu'il faut vraiment que les papas s'impliquent aujourd'hui? Parce que on sait que dans les familles, souvent les papas n'ont pas expliqué comment ils sont arrivés du pays, leur parcours de vie, tout ça. Et il faut l'expliquer. Vous pensez qu'il faut vraiment l'expliquer aujourd'hui? Non, mais je crois que certes, concernant l'éducation, vous savez que surtout on parle souvent d'éducation. L'éducation, bon, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu quand on parle d'éducation. Surtout, il y a l'élève, l'enfant qui est le centre du processus, bien sûr. Mais par contre, il y a d'autres éléments, tels l'enseignant, les parents. Et il faut qu'on arrive à définir le rôle des parents dans tout ça. Et nous, notre souci, c'est par rapport à c'est par rapport aux primo-arrivants et nos aînés qui sont arrivés ici. Ils ont un problème de langue. Et cette langue cause beaucoup de soucis par rapport à l'éducation. Si tu veux transmettre si tu veux éduquer, si tu n'arrives pas à communiquer avec ton fils, c'est qu'il y aura un défaut par rapport à ça. Et c'est ça le problème. Peut-être nous, on a eu la chance d'aller un peu faire, on a fait l'école un peu, mais les premières personnes qui sont arrivées sont venues parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre ou des choses comme ça. Les gens n'ont pas été préparés. On les a parqués dans des foyers où il y a eu un problème d'intégration. J'ai vu, moi, tout le monde, nous qui sommes là, on est tous passés par des foyers. Et à travers ces foyers, on a vu des anciens qui étaient là pendant plus de 30 ans, qui n'arrivaient même pas à communiquer au mot. Et imagine-toi, il y a d'autres personnes qui ont eu la chance de ramener leur famille. Et souvent, les enfants qui sont nés dans ce pays, ils parlent français systématiquement. Mais la langue du pays ne parle pas. Et les parents ne parlent pas français. Et comment cette transmission d'éducation pourra se faire? Moi, je crois que le problème est là. Le problème est là, c'est pour cela. Bon, donc, ça peut s'avérer très très difficile, mais pour le moment, je crois que les gens essaient de faire des efforts. On essaie de sortir, on essaie de s'impliquer dans la vie de la cité, on essaie de... Surtout, c'est les femmes qui faisaient ce jeu. Et maintenant, le constat est là, les papas sont là, ils ne sont presque pas là. Et maintenant, à travers d'autres villes, d'autres départements, on a vu que les papas ont commencé à s'impliquer. On a dit pourquoi pas ici. C'est ce qui nous a poussé. Pour finir, parce que votre fils là est très pressé là. Mon fils là, il me prend la tête. Je n'arrive pas à me concentrer sur ce que Voilà, c'est ça, pour finir. Oui. Vous connaissez les super-héros, Marvel, Spider-Man, Superman, tout ça là, Avengers, vous connaissez pas? Non, c'est quoi ça? C'est les super-héros là qui font des films sur eux. Au cinéma là, voilà. Et ben nous on dit que c'est vous en fait. Les vrais super-héros c'est vous. Non. Nous on dit que c'est vous, parce que vous avez un parcours, vous êtes arrivé ici, vous avez réussi à élever des enfants, vous avez traversé l'Afrique, vous travaillez, vous avez travaillé, vous travaillez encore. Là actuellement, j'ai eu la chance d'aller à l'école au pays. Arrivé ici, parce qu'on est confronté à des problèmes ici pour l'intégration. Si demain tu pars du pays avec des diplômes par exemple, moi j'étais dans le médical. J'ai fait la radiologie, j'ai fait l'école des cadres option enseignement. J'ai débarqué en France, diplôme non reconnu. Galère, on a galéré. Après ça, on a eu la chance de faire... J'étais obligé de changer complètement de métier. J'ai fait... je ne pouvais pas travailler dans le médical. Donc j'ai fait une formation dans le biomédical. J'ai fait de la maintenance du matériel médical. Ça nécessite des formations. J'étais parti à l'UTC de Compiègne. J'ai fait 2 ans... Non, avant j'ai fait Lyon et l'Institut international de formation des cadres de santé que j'ai fait. Puis après ça, j'ai fait l'ITC de Compiègne. Depuis lors, je travaille comme technicien de maintenance. C'est ça mon parcours. Vous avez vu, c'est un parcours de super-héros. Vous êtes arrivé en France avec un diplôme qui était non reconnu. Non reconnu. Chose qui est un grand problème en France. C'est un gros problème. Les gens n'en parlent pas. Et moi, je vois des diplômés qui sont là, qui font vigile, qui ont bac plus 5, bac plus 6. Si tu n'as pas la chance de tomber sur des gens qui t'aident, ou bien des associations qui t'aident, qui te donnent les démarches, tu vas finir. Mais sinon, les 3/4 des jeunes que tu vois ici sont hyper diplômés. Mais ils n'ont pas de chance. Soit tu as un problème de reconversion, on te dit que tes diplômes ne correspondent à rien, il faut refaire une formation. C'est compliqué, vraiment. Ça, c'est un autre combat encore à mener. C'est un autre combat. Mais par contre, l'implication des papas dans les cités, c'est vraiment, je trouve que c'est très important. Et vu ce que nous voyons à travers les quartiers et tout, vraiment ça nécessite d'être là. C'est ça. En plus, vraiment, on se rend compte que parmi les jeunes dans les quartiers, il y a de plus en plus... la population qui est la plus présente, c'est une population africaine, subsaharienne. Et beaucoup de Maliens, Soninké. Beaucoup de Maliens, Soninké, Poulard, Wolof et tout.
il faut qu'on soit là. Vraiment, c'est nécessaire. Et si on a la chance, par exemple, comme disait Mme Cissé, d'inviter de temps en temps les procureurs, tout ça, pour essayer de voir comment faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes liés à des produits, des trucs comme ça. Donc être là, discuter avec les gens, qu'on voit les gens, qu'il n'y ait pas de barrière, que c'est présent. La police soit là, les gens discutent avec eux, qu'il y ait une ouverture. Ils verront que c'est des hommes comme nous, c'est des pères de famille, c'est tout. Et qu'à travers des débats, des discussions, les gens vont ensemble. Mais c'est un combat difficile, c'est sûr. Pour finir, pour de vrai, je dirais qu'il y a beaucoup de papas qui partent 6 mois au pays, qui reviennent. Selon vous, est-ce qu'il faut faire moins de temps au pays et plus de temps ici avec sa famille pour plus s'impliquer dans sa famille encore? L'implication, tu sais, bon, c'est vrai, la situation, on ne peut pas résumer ça seulement, les gens partent et reviennent. Parce que le parcours des gens, si tu vois l'impact du père dans une famille, c'est quoi? Quel est l'impact du père? Quelle est l'importance du père dans une famille? On ne peut pas qu'il ne travaille pas, par exemple. On voit la majeure partie des pères de famille ici. Soit c'est des retraités ou c'est des gens qui sont au chômage. Et c'est des gens qui n'ont pas assez de revenus. Et là, dans l'éducation, nous, ce que nous avons vécu au pays, le papa assure, tout tourne autour de la famille. Et là, le papa se retrouve souvent sans situation. Si tu perds ton boulot, tu ne parles pas français, tu as du mal à t'impliquer, tu ne peux même pas parler de CV, tu ne peux pas, donc c'est très difficile. Et le père perd tout le rôle, il perd totalement son rôle ici. Donc c'est pour cela, vraiment, c'est pas une question de rester au pays, souvent c'est la déprime, souvent c'est un certain... Tu perds beaucoup de choses. Donc, en tout cas, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu dans le rôle du papa. Je vous incite à sortir des livres. Qui, moi? Non, vous et d'autres papas. Parce que moi, j'estime que vous êtes des livres vivants et que vous avez des choses à transmettre. Et c'est pour ça que nous faisons ce genre de vidéos. Parce que non, modestement, non. Parce que, regardez, à défaut que sûrement vous, dans votre famille, vous communiquez avec vos enfants, mais il y a des papas qui ne communiquent pas forcément parce qu'il y a des barrières culturelles qui font que je ne dis pas tout à mes enfants. Et du coup, ils ne transmettent pas cet héritage qui est en vous. Ça, c'est un problème aussi. D'éducation, tu sais que nous, souvent, même, je ne sais pas, vous êtes né ici? Je suis né ici. Vous êtes né ici, vous avez l'habitude de partir au pays? J'y vais. De quel pays? Du Sénégal. Sénégal. Vous êtes Soninké? Moi, je suis Manding. Hein? Malinké. Mandingue, ah oui, d'accord. Donc, vous avez vécu un peu au pays? J'y vais, mais j'ai pas vécu au pays. J'y vais de temps en temps. Ah, d'accord. Ouais. Tu sais que l'éducation au pays, c'est un peu différent d'ici. Le papa a tout son rôle dans notre éducation. Il a un rôle privilégié. Mais ici, c'est pas la même chose. C'est chaud. C'est chaud. Vous avez dit c'est chaud. C'est chaud, mais ça va. Ça va, les gens s'accrochent vraiment, on essaie de nous impliquer et vraiment d'être là dans les activités de la cité. Il faut qu'on s'implique. Sinon, ça ne va pas. En tout cas, merci à vous pour ce témoignage. Merci beaucoup. Je n'ai pas été très bon, mais... Ah non, vous étiez très bon. Très bon, je vous le dis. Merci. Allez, merci bien. Merci. Eh bien, écoute, je vais fort bien. Fort bien, ça va? Ouais. Après cette représentation, avant d'en venir à la genèse de tout ça, ton ressenti? Bah, écoute, c'était une première. Donc, comme toute première, c'est jamais évident. Bon, c'est pas simple quand tu as un public qui bouge, qui se déplace. La salle était un petit peu large, donc j'avais un peu peur qu'il y ait un problème d'acoustique. Mais bon, les gens semble-t-il bien entendus. Et non, c'était chouette. Tu m'en avais déjà parlé un petit peu en bref de ce projet. Je le vois par surprise, je ne savais pas qu'aujourd'hui tu allais faire... Ah d'accord, je croyais que tu savais. Ah non, moi je savais pas du tout. D'accord, ok. Et du coup, explique-nous un peu ce processus parce que c'est très rare de voir ces profils de papa venir sur scène. Et d'ailleurs, même nous, de ma génération à moi, c'est... Pour beaucoup, c'est compliqué de venir sur scène et s'exprimer comme ça devant tout le monde. Écoute, le projet à la base, enfin bon, donc moi je monte des spectacles avec les habitants des quartiers depuis plus de 10 ans. Et j'ai beaucoup travaillé avec les femmes, effectivement. Et le dernier spectacle, même c'était 12 hommes en colère, mais joué par 10 femmes. Donc on était vraiment au maximum des femmes, on peut dire. Et ça fait un moment où je me disais, mais il faut aussi embarquer les hommes, parce que bon, comme ils l'ont dit là, les papas dans les quartiers, effectivement, on ne les voit pas, quoi. Donc ça fait plusieurs années que je leur en parle, quand je vais aux AG, à la PMV ou à la femme et tout.
Et puis l'année dernière, en parlant avec Demba Diallo, je en reparle, je dis est-ce que ça vous dirait, etc. Il a dit on y va. Donc comme c'est un projet que je lance moi dans le contrat de ville, politique de la ville, donc j'ai lancé la chose. Hein. Et puis après il a fallu recruter, donc c'est effectivement la femme qui s'en est occupée, et puis moi aussi, je suis allé rencontrer aux AG, etc. Et ça a été vraiment très difficile. Très très difficile. Parce que les gars, oui, non, c'est bien, c'est intéressant et tout. Oui, ben on va venir, mais ils venaient jamais. Et donc, parce qu'au départ, le projet, c'était on va écrire ensemble. Et quand je dis écrire, ça ne veut pas dire écrire sur du papier, ça veut dire on va bâtir ensemble, on va imaginer ensemble par rapport à ce dont vous avez envie de parler, et puis on va en faire un spectacle. Sauf que le problème, c'est comme ils ne venaient pas, ça n'avançait pas, quoi. Donc Demba, lui, était partant, il y a Moussa qui est arrivé, il y a eu un papa des ASN, un papa tamoul, il y en a un autre papa tamoul, mais qui est finalement arrêté parce qu'il s'est cassé la jambe. Voilà, donc il y avait quand même un mouvement, il y avait quand même quelque chose qui se faisait. Et donc je me suis dit, on avance, hein, de toute façon dans ces cas-là, faut avancer, quoi qu'il se passe. Et puis, à un moment, je me suis dit, on va faire venir deux femmes, des femmes d'expérience, elles vont aussi apporter justement leur expérience. Et donc il y a Zainab qui est tchétchène et puis Tessie qui travaille à la PMV qui sont venus nous rejoindre. Et puis je me suis dit, je vais écrire à partir de leur parcours de vie. Parce qu'il y en a que je connais depuis un moment, sinon je les ai interviewés, on a échangé, etc. Parce que, par exemple, il y a le papa Tamoul, Quintus, il a une vie très étonnante, parce que quand on les voit, ces gens des Tamouls comme ça, on les voit souvent dans les cuisines, à l'arrière des restos et tout ça, les gens disent, là, un petit Tamoul, ça... Non, mais ce monsieur... Il vient du Sri Lanka, il m'a raconté son histoire, il vient d'une famille aisée. Normalement, il devrait être riche alors qu'il a, mais à cause de la guerre civile, il a tout perdu et il est là. Et c'est intéressant que les gens, quand ils entendent ça, ils disent, le gars que je vois dans la rue en me disant c'est un petit réfugié tamoul, non, le mec, il devrait être 2 fois plus riche que moi, même beaucoup plus que ça, etc. Mais voilà, quand il se passe des choses terribles comme la guerre civile, il peut complètement basculer et se retrouver ailleurs. Et c'est un type hyper courageux qui fait tout, c'est un très beau profil, quoi. C'est une belle expérience à partager. Je me suis dit, je vais écrire comme ça, on aura une première phase avec ces histoires de vie, parler aussi un peu du racisme, puisque quand on parle d'Afrique et même de Tamoul, c'est quelque chose qu'on rencontre automatiquement. Et puis, des contes d'Amadou Mpateba, qui sont des grands contes de sagesse, qui sont superbes, une très belle langue. Même, je pense que peut-être certaines personnes ce soir n'ont pas tout bien compris, parce qu'il a vraiment beaucoup de vocabulaire, c'est très riche et c'est très puissant. Donc voilà. Et puis, on a travaillé, on a avancé. Mais bien sûr qu'il y en a un qui part au Ramadan 1 mois et demi au Sénégal, c'est pas évident d'avancer dans la mise en scène. Donc il ne prenait pas suffisamment le temps de mémoriser, certains. Donc à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment, je dis, on ne pourra pas faire mise en scène, c'est évident. Ou bien on laisse tomber, on arrête, ou on trouve une solution. Donc la solution, ça a été de faire une lecture avec pupitre, comme des musiciens d'orchestre. Ça fait que c'est très propre, visuellement c'est très clair, et puis on lit, on joue, même si on sait par cœur, on a quand même le texte, ça fait que c'est plus confortable et que ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. In fine, ça fonctionne très bien. Voilà. Et ce qui est important aussi dans ce type de travail, c'est que dans les contes, il y a de la narration. Et la narration, on l'a fait à plusieurs voix. Ça fait qu'il y a un grand travail d'écoute entre les comédiens. Il faut vraiment s'écouter de manière à ce qu'on porte la même histoire. Qu'on n'ait pas l'impression que c'est des individualités qui viennent se faire plaisir. Donc il y a aussi un gros travail collectif et qui, je pense que le spectateur le ressent. Et pour moi, ça c'est très important. Moi, en tant que spectateur, je sens qu'il y a eu un travail collectif. Quand je vois les espèces de duos, des trios, des solos, je vois que ça, voilà, il y a quelque chose qui a été travaillé, quoi. Malgré le fait que vous avez travaillé sur des pupitres, j'ai trouvé ça assez animé. Ouais, c'est bien, ça c'est bien. Et même les parcours de vie, j'ai pas voulu que ce soit la personne dont c'est le parcours de vie qui le raconte. C'est toujours à deux, ça fait que ça rend en même temps le parcours de vie plus universel. Sinon, après ça peut devenir un peu du voyeurisme, ça serait un peu dommage, tandis que là, c'est quand même celui dont c'est le parcours de vie qui démarre, mais il le partage avec quelqu'un d'autre, souvent d'une autre origine, et ça fait comme ça rend la chose plus universelle. En tout cas, c'est très original ce que vous avez fait, et comme j'aime à le dire, on voit,
le succès des Marvel, Superman, la Justice, Avengers, Justice League. Et moi, j'aime dire que, au vu des parcours de vie de ces papas, j'estime que ce sont les vrais super-héros. Ah, complètement, ouais, bien sûr, bien sûr. Ils ont traversé vents et marées, ils ont traversé toute l'Afrique pour arriver ici. Et encore, leur parcours de vie n'est même pas encore assez... ils ne l'expliquent pas, ils ne le racontent pas. Et du coup, toi, tu penses qu'on devrait plus raconter leur parcours de vie à eux, qu'ils devraient même sortir des livres carrément je pense qu'il y en a qui font, de toute façon, mais c'est vrai que c'est important. Parce que, par exemple, ce type de spectacle, on le fait pour les gens des quartiers et aussi pour les gens hors des quartiers. Et ça, c'est vraiment important qu'effectivement, que les gens puissent voir ce qu'il y a derrière l'envers du décor. C'est-à-dire surtout quand ils voient quelqu'un, un blanc français habillé comme ci, tu fais ça, ils se font un film et souvent c'est un film qui se rapproche de la réalité. Par contre, quand c'est un étranger ou c'est quelqu'un comme ça, ils font un film qui est souvent très très loin de la réalité. Et c'est important qu'effectivement ils puissent savoir ce que c'est la réalité. Et puis aussi des choses toutes simples, et qu'une femme voilée peut aller sur scène, est capable d'aller sur scène, a envie de le faire et le fait, et a une présence extraordinaire. Par exemple, Zainab, la Tchétchène, elle a une présence extraordinaire, elle est voilée, ça n'empêche pas d'aller sur scène. C'est important parce que c'est vrai qu'actuellement, avec toutes ces histoires du voile et tout, c'est un moment complexe, tout se mélange et que ça devient un peu ridicule. Et c'est important aussi justement que les gens voient que... Et puis de voir... Moi aussi, ce qui m'intéresse dans ce style de travail, c'est je ne veux pas transformer les personnes qui sont là en acteurs, mais juste au contraire, ils soient libres d'être eux-mêmes sur scène. Donc ils donnent vraiment leur personnalité. Et c'est ça qui va être vraiment beau, c'est que les gens en face, ils les voient tels qu'ils sont, dans leur simplicité et dans leur présence. Et certains ont une très très forte présence et c'est magnifique. Merci pour ce beau travail que vous avez donné. Merci. Tu m'en avais parlé en amont et je suis témoin de ce qui s'est passé. Super. Merci à toi.